Bonsoir à tous. Merci de votre présence ce soir. Alors, ce soir, c'est un conseil de quartier un peu particulier puisqu'on a décidé de le centrer sur un seul sujet, qui est le sujet de la propreté sur votre quartier. C'était une demande des conseillers qui m'ont dit que de nombreux riverains étaient quand même intéressés par ce sujet, que c'était un sujet crucial pour les habitants. Donc on a fait une marche, une sorte de marche exploratoire sur le thème de la propreté le 22 mai dernier avec les conseillers de quartier. Nous avons rassemblé plusieurs remarques, constats sur des difficultés liées à la propreté sur certaines zones particulièrement, notamment la Soudal-Beaugrenelle, la rue Keller, la rue des Quatre Frères Peignot, certaines parties de l'avenue Émile Zola, et puis aussi la rue du Théâtre. Voilà, donc il y a eu plusieurs zones qui ont été vraiment particulièrement identifiées. Donc on a fait remonter ces constats et les photographies à Madame Hoth, chef de la division de la propreté du 15e, également aussi à la voirie, à Madame Latournerie. Et donc voilà, nous avons plusieurs intervenants présents ce soir pour nous parler de ce sujet et ensuite répondre à vos questions. Donc Audrey Hoth, chef de la division propreté du 15e, Monsieur Edgar Grantot, directeur du développement commercial pour Écotextile, les containers à vêtements. Madame donc Latournerie pour la voirie sur le 15e et voilà, la direction protection, sécurité, prévention, la nouvelle brigade anti-incivilité pour Paris. Voilà. Donc on a 4 intervenants compétents sur les sujets. Je vais peut-être laisser la parole d'abord à Monsieur Grantot, puisque vous avez un PowerPoint, donc c'est sur écotextile et les containers à vêtements. Puis ensuite, chaque intervenant prendra la parole sur son domaine en particulier et nous aurons un temps d'échange et de questions. Bonjour à tous et à toutes. Merci de m'accueillir pour effectivement parler d'un sujet ô combien important, notamment la collecte des textiles usagés dans le 15e arrondissement et plus particulièrement aujourd'hui au niveau du conseil de quartier. Alors pour expliquer la genèse, pourquoi il y a un service de collecte des textiles usagés mis en place sur le 15e arrondissement, donc ça fait suite à un appel d'offres de la mairie centrale de Paris, donc qui a souhaité détourner des ordures ménagères le maximum de textiles usagés pour éviter l'incinération. Donc vous allez voir, les chiffres sont importants. Donc on parle pas, quand on parle d'un service de collecte des textiles usagés, on ne parle pas des vêtements que l'on donne aux associations, mais on parle vraiment ici de plusieurs milliers de tonnes rien que sur à l'échelle de la mairie de Paris. On verra aussi que nous sommes, dans le bilan que je vais vous présenter, à plus de 60 tonnes, rien que à l'échelle du conseil de quartier. Donc effectivement, tous ces textiles que l'on détourne des ordures ménagères, donc ça évite l'incinération. 1 tonne de déchets incinérés, c'est 200 €. Et encore, on compte que le prix de l'incinération, on ne compte pas aussi tout le travail qui a permis de le collecter. Donc tout ce qui est détourné des ordures ménagères, c'est ce qui a aussi en moins à la charge des habitants dans les impôts. Donc dès 2010, la mairie centrale de Paris a souhaité s'emparer de ce dossier. Nous avons été retenus sur quelques arrondissements. Donc il y a d'autres opérateurs que vous connaissez aussi, le relais qui couvre d'autres arrondissements. Donc nous couvrons également dans les arrondissements qui nous ont été attribués le 15e. Et donc c'est avec la mise en place, c'est faite avec M. Pinet, notamment dès 2012, sur le 15e arrondissement. Donc alors pour vous expliquer qui on est, donc nous sommes la société Écotextile, donc on est trieur depuis 1957, donc c'est la 3e génération à la tête de la société Écotextile, donc 3e génération de trieurs, donc on fait ce métier depuis 1957, donc avec ses règles spécifiques. Donc vous voyez ici, donc Framimex, c'est notre centre de tri historique. Donc pour le tri et la valorisation des textiles, avec 80 trieuses, il y a quand même tous les gisements que l'on apporte. Donc c'est plus de 20 000 tonnes par an, servent et vont être triés au niveau de notre centre de tri. Donc nous avons également Écotextile qui assure la collecte avec 40 chauffeurs. Donc du coup on a l'autosuffisance, c'est-à-dire qu'on collecte 20 000 tonnes par an en France. Et nous avons aussi créé la première entreprise adaptée pour des personnes en situation de handicap, donc Écotextile Insertion, qui trie nos tonnages du sud de la France.
Donc c'est le marché des textiles usagés, donc c'est un marché donc avec ses propres règles. Alors s'il y a aujourd'hui des nuisances, c'est aussi parce que c'est un déchet qui a de la valeur, contrairement à d'autres déchets. Donc c'est un déchet qui a de la valeur, comme on peut retrouver avec les métaux et les D3E également. Donc du coup, plus vous avez un déchet qui peut avoir de la valeur, plus vous avez des personnes qui vont essayer par tous les moyens de piller les conteneurs pour essayer de s'emparer d'une partie de ces déchets. Donc depuis 2010, donc depuis 2012 sur le 15e arrondissement, donc nous en sommes aujourd'hui à la 5e génération de conteneurs, de versions différentes, pour essayer, effectivement, puisqu'on ne peut pas garantir à 100% qu'il n'y aura pas de nuisance, on met en place tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est possible pour les réduire au minimum. Et aujourd'hui, nous en sommes à la 5e version de notre modèle de conteneur. Alors ici, je vais revenir juste... Vous voyez, donc ça s'affiche. Donc ici, vous avez le conseil de quartier Mario Zola, donc vous avez le quartier. Donc sur ce quartier, nous avons 5 emplacements. Un place Charles Michel, 14 place Brazzaville, un conteneur à l'angle de l'avenue Émile Zola, rue Lourmel, un autre conteneur au 42 rue Violet, place Alfred Dreyfus, et 17 rue de Javel. Et donc ici, vous avez les tonnages. Donc ici, c'est en kilos. Donc faut diviser par 1000 pour avoir les en tonnes. Donc on voit qu'au travers des emplacements, on a collecté 63 tonnes de textiles usagés. Donc on est sur des volumes très importants. Il faut savoir que à l'échelle de conseil de quartier, vous collectez 1/5 à vous seul de ce que l'on collecte sur la totalité du 15e arrondissement. Donc ce sont des tonnages effectivement qui ne pourraient pas être absorbés par les associations. Imaginez un vestiaire, une association locale à qui vous pouvez régulièrement déposer des vêtements, une association locale qui peut collecter des vêtements en porte-à-porte, ne pourra jamais absorber des tonnages aussi importants. C'est pour ça qu'on parle vraiment d'un service de collecte. On détourne des ordures ménagères. On est sur des volumes à l'échelle de la ville de Paris. Nous seuls, nous collectons plus de 2000 tonnes. Donc après, vous rajoutez le relais qui est aussi présent sur les autres arrondissements que nous ne couvrons pas, et nous arrivons vite à 8000 tonnes collectées par an. Donc c'est de l'industrie, on n'est plus dans du caritatif. Donc sachant que les tonnages pour 2019 s'affiche ici, donc nous en sommes déjà à 25 tonnes, sachant qu'on n'est pas encore dans la période haute de collecte, puisque la période haute de collecte va commencer à partir de la mi-juin jusqu'à mi-septembre. Donc là où sont les tonnages les plus importants. Donc vous voyez, juste pour vous pour vous donner des idées de grandeur, donc sur l'emplacement qui a le plus fort tonnage, donc c'est celui des 42 rue Violet. Donc ici on collecte 18 tonnes par an. Donc ce qui nous oblige à passer quotidiennement sur l'emplacement, voire même 2 fois par jour en période haute de collecte. Alors effectivement, une des solutions, c'est d'augmenter la capacité de stockage, mais on ne peut pas le faire partout, par manque de place. Mais c'est juste pour vous indiquer un peu celui qui est juste en dessous, les tonnages qu'il collecte à lui seul. Alors, je vais changer de diaporama pour... vous montrer un peu le conteneur. Donc le mobilier que vous avez rue Violet, c'est celui-ci. Ah, ça ne s'affiche plus. Ça y est. Donc vous l'avez ici. Donc c'est celui qui est juste en dessous. Donc c'est la 5e version. Donc je vais vous expliquer un peu tous les renforts que l'on a mis sur ces conteneurs pour réduire au minimum les nuisances. Alors déjà, première chose, au niveau de la bascule de remplissage. Donc pour ceux qui ont connu les anciennes générations de conteneurs, donc on faisait rentrer les enfants à l'intérieur. Ils ressortaient tous les vêtements, il y en avait partout. Donc avec ce type de conteneur, donc il n'y a plus de possibilité de faire rentrer les enfants à l'intérieur. Mais par contre, on a une bouche du coup qui est plus petite. Le fait d'avoir une bouche plus petite
ça peut générer, pour ceux qui arrivent avec des sacs de 100 litres, soit on est dans de l'incivilité, on laisse le sac au sol, soit on essaie de le rentrer, on risque de bloquer le mécanisme. Et s'il y a un sac qui reste au sol, ça finit par attirer les autres déchets ensuite. On a rallongé la trappe pour être sûr que personne ne puisse passer ses bras à l'intérieur pour essayer d'en sortir les vêtements. Donc ça, c'est plus possible non plus. Et nous avons mis le mécanisme d'ouverture au pied des conteneurs. Et donc le cadenas, comme vous pouvez le voir, il est situé à l'intérieur, ce qui évite de cette façon-là de pouvoir y aller avec des objets tranchants, coupants et autres pour essayer d'atteindre le cadenas. Au niveau des renforts, au niveau des portes, vous voyez ici l'épaisseur des crochets, l'épaisseur également de la tringlerie, et nous sommes sur 4 points. Nous avons équipé l'intérieur du conteneur aussi d'un dispositif anti-retour pour éviter qu'on ne puisse sortir les vêtements. Et ici, vous voyez également les armatures des portes pour éviter qu'on puisse la plier pour pouvoir l'ouvrir. Donc ici, effectivement, pour assurer ce service de collecte, ça a un coût. Alors aujourd'hui, ce qui est important aussi de signaler, c'est qu'un service de collecte des textiles usagés, c'est entièrement gratuit pour la collectivité. Le ramassage des ordures ménagères et autres flux, c'est payant. La collecte des textiles usagés s'autofinance avec la revente des produits après tri. C'est-à-dire que du coup, tout ce qu'on permet de détourner, ça permet effectivement d'éviter l'incinération, mais c'est aussi un service qui du coup n'est totalement gratuit pour la collectivité. Alors quand je dis gratuit, c'est que je devrais même ajouter, c'est une ressource pour la ville, puisque nous devons nous acquitter chaque année d'une redevance pour l'occupation du domaine public pour chaque conteneur installé, qui est de 40 € par an et par conteneur. Donc alors aujourd'hui, une des nuisances que l'on constate depuis le fin avril, début mai, c'est que nous utilisons ce type de clé multilock. Aujourd'hui, ceux qui pillent nos conteneurs sont en mesure de reproduire ces clés. C'est pour ça qu'on a des signalements aujourd'hui où on voit des personnes ouvrir les conteneurs, les piller et les refermer. Alors nous avons passé une commande pour des clés numériques. Donc vous avez le système de clés numériques qui s'affiche ici et que l'on va utiliser puisqu'on l'a testé sur d'autres emplacements, notamment sur le territoire de GPSO où on avait en premier ce phénomène, sur tout ce qui était Courbevoie et Suresnes. On a des très bons retours, donc aujourd'hui on n'a plus ce phénomène, donc on vient de passer une commande et on va équiper tous nos conteneurs du 15e arrondissement, enfin même d'île de Paris, pas seulement le 15e, de ce dispositif pour justement, de cette façon-là, ils n'arriveront plus à les reproduire. Donc voilà en ce qui concerne les innovations apportées sur ce type de conteneur. Alors bien souvent, quand on parle du tri, donc tous les textiles sont collectés, sont massifiés, donc c'est-à-dire que du coup on a des points de regroupement où on regroupe l'ensemble des collectes et ensuite c'est envoyé directement vers notre centre de tri. Donc quand ça arrive vers notre centre de tri, donc il faut savoir que 60% des gisements que l'on collecte vont pouvoir redevenir vêtements, donc ils vont être réemployés. Donc ensuite c'est ce qui permet de solvabiliser la filière, donc c'est ce qui est revendu chez les fripiers, magasins, fripiers, marchés et aussi à l'export. Les vêtements qui ne peuvent pas redevenir vêtements, vous en avez à peu près 22% qui vont, pour les cotonneux, qui vont servir au chiffon d'essuyage industriel. Et pour les autres qui sont plutôt laineux, donc qui vont servir à faire de l'effilochage, donc de l'isolant. On a à peu près 3 à 4% de refus de tri. Pour les refus de tri, donc les vêtements déposés dans un état dans les conteneurs dont on ne peut absolument rien faire, on en fait, je vous ai apporté ici, donc c'est l'intérieur d'un mur anti-bruit. Donc c'est un mélange 50% textile, déchiqueté, 50% béton, et ça permet de faire de l'isolation phonique. Donc voilà au niveau du devenir des vêtements. Donc en tout cas, moi j'en ai terminé en ce qui concerne ma présentation. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Merci.
Oui, on peut faire une petite série de questions sur les containers, et puis comme ça, après, on passera aux autres sujets. Attendez, il y a un micro qui arrive. Voilà. Pardon, merci. Bon, très bien, vous nous exposez tout ça, mais enfin, c'est une industrie qui est quand même très juteuse. Donc, vous nous parlez de vos histoires de sécurité et de clés, mais bon, je veux dire, ça rapporte quand même beaucoup d'argent. Ces problèmes de sécurité, etc., sont un peu les vôtres. Bon, c'est gentil, mais voilà. Et la deuxième chose, c'est vous ramassez les containers tous les combien? Les 5 containers du 15e? Alors vous avez vu, quand on est sur, je prenais l'exemple rue Violet, quand on est sur des tonnages à 18 tonnes en période haute, puisque là on va démarrer du 15 janvier au 15 septembre, on passera 2 fois par jour sur l'emplacement. Et actuellement, il est collecté 1 fois par jour. D'accord. Toute l'année, 1 fois par jour? Alors après, en période, vous avez la période, le mois de février, qui est le mois le plus creux. Donc là, on passe 1 fois tous les 2 jours. Et vous avez aussi le mois de décembre, qui est le plus creux. On passe aussi 2 fois par jour, enfin 1 fois tous les 2 jours. Et le mois de janvier, qui suit les soldes, là, on passe 1 fois par jour. Là, c'est l'effet solde fait qu'il y a énormément, on se débarrasse pour faire de la place. Donc, effectivement, alors je suis bien conscient, hein, les problèmes de sécurité, ce sont les nôtres. Hein, c'est pour ça qu'on essaie d'innover au maximum pour essayer d'apporter un service avec le moins de nuisances possible. Tout ça, c'est pas un service public, c'est quand même des entreprises privées qui ont été montées. J'ai lu une étude il y a quelques années, c'est quand même... Alors, voilà. vous avez raison. Il y a des gens qui ont été intelligents, qui ont été malins, qui ramassent ça, mais qui, après, c'est des fibres, qui revendent. Et quand vous les revendez pour faire des isolations, vous retouchez de l'argent. Enfin, je veux dire, là. Alors, on gagne de l'argent uniquement quand on les revend, quand on revend les vêtements qui peuvent redevenir vêtements. Effectivement, ici, on gagne de l'argent. Quand vous avez, je prends l'exemple d'un client japonais qui recherche des cuirs vieillis marron, bah effectivement, c'est là où on a, au niveau de notre société, toute notre plus-value. Maintenant, il faut savoir que tout ce qui concerne les laineux qui vont à l'effilochage, nous, on est en valeur négative, c'est-à-dire que ça nous coûte de l'argent, mais ça nous en coûte toujours moins que si on devait, nous, assurer la destruction de ces vêtements. Donc on essaie de trouver effectivement des autres exutoires pour éviter que ça parte à l'incinération. Alors effectivement, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une mission de service public. Alors il faut savoir que, comme vous avez pu le voir, je vous ai parlé de l'ancienneté. Donc nous, on existe depuis 1957. Le Relais, qui est notre concurrent direct, existe également depuis les mêmes années. Donc c'est une filière aujourd'hui qui existe depuis très longtemps et qui fonctionne de cette façon-là. Les pouvoirs publics, à partir de 2005, quand la filière a été intégrée dans une filière REP, responsabilité élargie du producteur, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous achetez des vêtements, vous avez une éco-participation. Alors il n'y a pas d'obligation d'affichage puisque c'est quelques centimes par pièce, mais il faut savoir qu'à partir de 2005, avec cette filière responsabilité élargie du producteur, les collectivités soit créent leur propre dispositif, ou soit ils s'appuyaient sur des opérateurs existants. Donc les pouvoirs publics ont préféré, à cette époque, pour aller beaucoup plus vite, s'appuyer sur les opérateurs existants. C'est pour cette raison qu'ils ont lancé des appels d'offres pour que les opérateurs comme nous, existants depuis très longtemps, nous puissions y répondre et apporter ce service de collecte. Mais je parle bien je reprends les propos que j'ai utilisés au début de l'intervention, donc on parle bien d'un gagnant-gagnant, c'est-à-dire que la prestation est totalement gratuite, même si nous, on s'acquitte en plus d'une redevance pour le domaine public. Mais il faut savoir que l'objectif commun, c'est de détourner des ordures ménagères le maximum de textiles. Effectivement, si à un moment donné, nous aujourd'hui, s'il n'y avait pas tous ces actes de vandalisme, parce que c'est un déchet qui a de la valeur, s'il n'y avait pas tout ce vandalisme aujourd'hui, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est parce qu'il y a ce vandalisme, parce que les déchets ont de la valeur, que nous on est obligés effectivement de nous emparer de cette question de proposer ce type de conteneurs avec des améliorations en permanence pour essayer. Alors effectivement, on nous dit toujours oui, mais vous agissez toujours après coup. Ah oui, parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance quel mode opératoire ils vont utiliser, sinon on mettrait déjà la solution avant le problème. Mais aujourd'hui, plus on sécurise le conteneur, plus ils vont essayer de trouver une parade pour essayer de capter une partie du gisement.
Oui, enfin, moi je pense que vous n'avez pas à vous justifier si vous gagnez ou pas de l'argent. Je trouve que c'est normal et j'espère que vous en gagnez et parce que vous rendrez un service quand même à la société. Maintenant, on va aller plus en profondeur. Combien d'emplois votre entreprise? Alors nous, au total, hein, pour les 3 entités, si on les réunit, on est à 180 emplois. Voilà, donc vous créez en plus des emplois, vous gérez les déchets qui sont en fait en quelque sorte, et en plus vous recyclez. Voilà, moi je peux dire que chapeau bas, voilà, ça fonctionne bien, bravo. Merci. Moi j'ai une question à poser. Quel est le montant de la redevance que vous payez à la collectivité locale pour occuper le domaine public? 40 € par an et par conteneur. Parce que si on est là ce soir, c'est parce que vos containers posent des problèmes, parce que certaines personnes essaient de s'introduire. Bon, alors quand vous me dites que vous passez 2 fois dans certains endroits, dont celui qui est au coin de la rue Lourmel et de la rue Violet, que vous passez 2 fois par jour, je suis quand même un peu étonnée, mais enfin je ne mets pas ça en cause, parce que justement notre problème c'est que de ces containers sortent malgré tout, malgré vos 2 passages par jour, sortent des vêtements qui restent sur les trottoirs, et c'est ce qui donne ce sentiment qui viendra s'ajouter à ce qu'on dira tout à l'heure par rapport à la propreté et à la tenue de... Vous voyez, c'est un ensemble de choses qui fait, mais il n'y a rien de pire que de voir dans une rue des vieux vêtements qui traînent sur une place, toujours au même endroit, comme les herbes folles là, comme ici, ça. Il y a un sentiment, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir un balai, une balayeuse et tout. Il y a des choses qui font que ça pose vraiment problème. Et donc, alors, vous passez avec des voitures de quel tonnage? C'est des petites voitures? C'est quoi comme véhicule? Alors, nous, on collecte avec des fourgons légers. Donc, ils font à peu près 12 mètres cubes. Hein. C'est le même fourgon que tout le monde peut louer pour... donc, ils sont logotés Écotextile. Si vous ne voyez pas de logo Écotextile, c'est que c'est quelqu'un d'autre que nous. Et alors, il faut savoir que le premier passage est toujours fait très tôt le matin. Tout simplement pour éviter d'avoir les problèmes de circulation. Et l'autre est fait en fin d'après-midi. Donc, pour vous donner un exemple sur le conteneur situé rue Violet. Donc, on a un conteneur d'une capacité de 120 kg. Regardez, 18 tonnes. Oui. Combien de fois ça nécessite de passage pour venir le collecter? Donc il faut venir régulièrement avec un conteneur de 120 kg pour arriver jusqu'à 18 tonnes à l'année. Donc c'est pour vous indiquer déjà la fréquence et la rotation. Alors effectivement, quand on a un conteneur dont les rendements sont aussi importants, vous le collectez à 4 heures du matin pour ne pas avoir de problème au niveau de la restriction de voirie. Quand vous êtes en période haute de collecte, à midi, le conteneur est souvent plein. Parce que quand on le recollecte la 2e fois, là, en fin d'après-midi, il est plein. Donc c'est-à-dire que du coup, ça va très vite. Hein. Du coup, les vêtements qu'on peut voir qui traînent par terre, c'est plus des vêtements qui ont été posés en fait dans des sacs par terre et qui du coup sont... Parce que vous dites finalement maintenant on peut plus vraiment prendre dans les conteneurs, donc vous pensez que parfois ce qui traîne c'est plutôt des sacs qui ont été posés à côté La difficulté c'est que si une personne arrive avec un sac de 50 litres, poubelle bien remplie, et qu'elle ne parvient pas à le faire rentrer dans le conteneur, si jamais ce sac finit au sol, dans les 10 minutes qui suivent, il sera fouillé et la personne qui se représentera au conteneur aura l'impression que le conteneur est plein et donc elle ne cherchera plus à le mettre dedans, mais elle le laissera au pied. Ce qui fait qu'ensuite le déchet attire le déchet et si on ne fait rien, vous finissez même avec des encombrants en fin d'après-midi. C'est exactement le même problème que le verre. Tout à fait. Alors, du coup, pour continuer sur les on a essayé avec Monsieur Pinet de voir dans quelle mesure on avait vu avec la police municipale et la police nationale du 15e arrondissement pour essayer de faire des interpellations et des flagrants délits. Tous les flagrants délits qui ont été effectués sur l'année 2018, nous avons eu systématiquement des plaintes classées sans suite par le procureur, ce qui fait que du coup à un moment donné on finit par avoir des policiers qui finissent par ne plus intervenir. Voilà, donc ça je voulais aussi apporter cette précision. Le DPSP, peut-être que la brigade d'incivil contre les incivilités, vous allez peut-être nous dire combien vous avez de personnel pour...
On n'a pas été sensibilisé par rapport à ce problème de dépôt sur les autour des voilà. Mais sinon, s'il y a du flagrant délit et qu'on se rend compte, il faudrait qu'on sache si le conteneur est plein ou pas. Effectivement, s'il est à moitié plein ou vide, effectivement, là, c'est un dépôt. Par contre, s'il est complètement plein, je veux dire, il y a aussi du discernement à avoir vis-à-vis des gens. On vous entend pas. Excusez-moi, madame, je vais me présenter. Donc, on est la direction de la prévention et de la sécurité et de la protection, tous les deux. Donc, on est des encadrants et on est donc des agents verbalisateurs par rapport à toutes les incivilités dans son entièreté qu'il peut y avoir. Donc là, nous, on n'a pas été sensibilisés par rapport à ce sujet-là. Mais il y a une possibilité de verbalisation si le dépôt est caractérisé. Donc il faut quand même que nous, on sache s'il est plein ou pas. Parce que vous imaginez bien, s'il est rempli, on peut verbaliser. Mais bon, la personne qui dépose ça près du conteneur, elle le fait de bonne foi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, voilà, on rentre dans un... Voilà. C'est plus compliqué de lui en vouloir. Sur la DPSP, là, sur le 7-15, on est une centaine d'agents. Mais vous imaginez bien que... vous avez vu toutes les incivilités qui sont commises sur les arrondissements. Sur le 7e, il y en a énormément. C'est autre chose. C'est autre chose, c'est une autre problématique. Mais voilà, quoi. Donc une verbalisation est possible, mais il faut étudier vraiment la chose voilà. Faut faire ça avec discernement. Parce qu'il ne faut pas non plus aussi... Pardon? Excusez-moi, j'ai vraiment pas l'habitude. C'est quoi la verbalisation? Alors, juste, donc si on n'a plus de questions par rapport aux containers, donc on peut passer à la DPSP, à la propreté. Il y a encore une question sur les containers? Ça va être très rapide. Je voulais aller dans le sens de M. Orlandi et je suis tout à fait satisfait de ce type de service puisque l'échange de mon procédé est le suivant. On est sur des produits qui sont très volumineux et dans les immeubles, inutile de vous dire que ce qui est volumineux, on est ravis que vous les preniez de manière transversale plutôt que de les voir s'accumuler et remplir nos propres bennes à ordures. J'ai regardé vos chiffres d'affaires, ils ne sont pas phénoménaux. Par contre, ce qu'il en est de l'hygiène peut poser problème. Je veux dire, ça a des avantages et des inconvénients, comme les punaises de lit, par exemple. Chacun amène sa petite bestiole et au fin, c'est un énorme système vous avez compris, de petites bestioles qui peuvent se promener partout dans Paris. Est-ce que vous avez là-dessus des insecticides? Est-ce que vous mettez des choses en particulier? Et pour ce qui est du pillage, c'est absolument insoluble puisque c'est une attraction, ça a une valeur et vous aurez toujours des gens autour. Et quand vous fermerez vous allez essayer de réduire le trou d'accès, et ben qu'est-ce qu'ils font? Ils le bougent complètement pour qu'effectivement tous ces braves gens qui amènent leurs produits les laissent devant et là ils n'ont plus qu'à les utiliser. Maintenant, pour ce qui est de la verbalisation, vous savez très bien à qui on s'adresse et cette population n'est jamais verbalisée de toutes les façons. Je parle des pilleurs. Voilà. Donc continuez ce que vous faites et c'est effectivement, on est dans le durable, n'est-ce pas? Oui, dans la politique du durable. Merci beaucoup. Alors effectivement, juste pour vous apporter une précision, le tri des textiles usagés se fait à main nue. C'est-à-dire que nos trieuses, alors je sais à chaque fois quand on a les visites de l'inspection du travail, on a toujours la remontrance, mais effectivement nos trieuses ne sont pas en mesure de trier correctement les vêtements si elles ne sentent pas la matière. Donc du coup on a un système de fumigation à l'entrée de la chaîne de tri, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure où les vêtements arrivent, donc ils sont systématiquement fumigés en fait, pour justement, donc c'est un insecticide qui permet au moins de détruire le maximum de bactéries, bêtes et autres qui peut y arriver. À l'origine, dans le quartier, je parle. Alors ça, ouais. Alors nous, en fait, on a un nettoyage effectivement des conteneurs, donc intérieur et extérieur. Il est fait mensuellement. Mais alors après, est-ce que ça suffit? Là, je maîtrise moins après tous ces aspects hygiène pour pouvoir vous répondre correctement. Pensez aux punaises de lit. Oui. Calamité dans le quartier. Oui. S'il y a un départ de punaises de lit, c'est une catastrophe. Donc vous êtes un des émetteurs de ce potentiel. Ok, je vais me renseigner et vérifier ce problème éventuel. Merci beaucoup, Monsieur Grantot.
Je ne sais pas qui veut parler en premier, dans les intervenants suivants. La DPSP est interpellée, après il y a la propreté aussi, comme vous voulez. La propreté peut-être, et puis on va faire... Bonsoir à tous. Alors, j'ai pas refait de présentation parce que j'étais déjà intervenue en conseil de quartier sur le sujet de la propreté il y a, je crois que c'était l'année dernière, il me semble. Mais je vais quand même vous refaire un petit rapide bilan de ce que nous on fait, nos attributions, pour que vous situiez bien. Donc, la division de propreté, elle dépend de la mairie de Paris, la mairie centrale, mais on travaille en lien avec la mairie d'arrondissement. Et on s'occupe de tout ce qui est collecte des déchets, nettoyage de la voie publique et puis sensibilisation de la population au tri et à la propreté. Donc, pour ce qui nous intéresse ce soir, donc c'est plus la propreté que la collecte, j'ai bien compris. Pour vous situer un peu, le 15e arrondissement, donc la division de propreté, ça représente à peu près 300 personnes, un peu plus de 300 personnes, 285 éboueurs, qui sont dédiés uniquement à l'arrondissement. Et qui travaillent entre 5h30 le matin et 20h le soir. En termes de moyens matériels, donc, au sein du 15e arrondissement, on a des petits engins de nettoiement de trottoir, donc les petites aspiratrices et les petites laveuses. Donc 6 petites laveuses pour le 15e arrondissement actuellement, et on va en avoir une 7e cette année qui va arriver très prochainement. 7 aspiratrices de trottoir, et puis des engins pour la collecte des objets encombrants. Donc la collecte des objets encombrants, c'est à peu près 9 à 11 véhicules qui circulent toute la journée, donc de 5h30 du matin à 20h le soir, pour ramasser les dépôts sur l'arrondissement, que ce soit les rendez-vous pris par les Parisiens ou les dépôts sauvages. Il faut savoir que sur le 15e arrondissement, c'est l'arrondissement de Paris où il y a le plus gros gisement de dépôts, que ce soit des rendez-vous ou des dépôts sauvages. Pour vous donner une petite idée, en 2018, on a collecté plus de 110 000 points en encombrant. Donc on a 75% de ces points qui étaient des rendez-vous et le reste c'est du dépôt sauvage. Donc il y a quand même une belle progression des rendez-vous par rapport au dépôt sauvage, parce qu'il y a 1 ou 2 ans, on était plutôt à 50-50. Aujourd'hui, on est passé à 75% de rendez-vous et 25% de clandestins. Mais néanmoins, la production d'objets encombrants sur l'arrondissement, elle augmente tous les ans. On est en perpétuelle augmentation. Donc ça nous prend énormément de moyens, 9 à 11 véhicules par jour. Il faut mettre là-dessus 2 personnes à chaque fois pour assurer la collecte. Donc voilà, ça c'est pour les encombrants. Sachez aussi que depuis cette année, on a une équipe d'urgence qui a été créée en après-midi. Donc on a eu 6 postes d'éboueurs qui ont été créés sur l'arrondissement. Cette équipe d'urgence, elle a vocation à intervenir sur tous les signalements, que ce soit les signalements que nous transmet la mairie d'arrondissement ou les signalements que vous nous transmettez vous, soit par l'application Dans ma rue, soit en nous appelant directement ou en nous envoyant un mail, pardon. Et donc cette équipe, elle est dotée d'un petit véhicule, comme les véhicules qu'on a pour la collecte des objets encombrants, mais très petit, un véhicule à plateau, qui est aussi doté d'un jet de nettoyage haute pression. Et pour la période d'automne, on pourra y mettre un aspire-feuilles pour aspirer les feuilles et faire des opérations spécifiques pour les feuilles. Donc ça fonctionne depuis le mois de janvier, tous les jours de l'année, tous les après-midi, de 12h30 à 20h, on a cette équipe qui circule sur l'arrondissement. On a eu aussi des nouveaux moyens matériels, des petits engins électriques qui circulent sur les trottoirs. Donc c'est encore plus petit que les aspiratrices dont je vous parlais tout à l'heure. Et les agents ne sont pas à l'intérieur, hein, ce n'est pas des conducteurs d'engins, ils sont plutôt derrière. Ça ressemble un peu aux petites machines que vous avez pour nettoyer les supermarchés. Donc ça, on en a eu 2 cette année. Et puis on a d'autres machines qui vont arriver là au cours de l'année. D'ici la fin de l'année, on devrait avoir une dizaine de machines de ce type qui circuleront sur l'arrondissement. On a aussi eu des débroussailleuses électriques. Donc, parce que alors, j'ai vu dans les demandes, parce qu'on m'a transmis une liste de demandes, hein, ensuite il y a une marche exploratoire, je crois, sur le quartier. J'ai vu que le sujet de l'herbe en pied d'arbre ou en pied de mur, en pied de mobilier urbain, c'était un vrai sujet qui vous préoccupait. Donc auparavant, on n'avait pas ce matériel-là, on n'avait pas de débroussailleuse électrique. Les agents, ils enlevaient l'herbe à la main. Ils étaient censés faire ça en même temps que leur tâche de balayage. Donc parfois, en fait, quand l'agent organise son travail sur un canton de balayage, sa priorité, évidemment, c'est d'enlever les déchets. Mais le but, c'est qu'il arrive aussi à enlever l'herbe. Selon le niveau de souillure
de la rue quand l'agent arrive, bah, évidemment, c'est pas toujours possible d'assurer en même temps le désherbage, ce qui fait qu'on se retrouve parfois avec des endroits où il y a énormément d'herbe qui a poussé. Donc depuis cette année, on a ces débroussailleuses-là. Ça ne permet pas d'arriver à une situation satisfaisante, hein, j'en ai bien conscience. L'herbe repousse très très vite. Mais voilà, ça nous aide quand même dans nos actions. Et puis on a aussi créé une équipe spécifique tonte, parce qu'au-delà d'enlever l'herbe en pied de mur, on a des parties enherbées dont l'entretien nous revient. Et donc on a des équipes tontes qui sont équipées de tondeuses et qui interviennent sur l'arrondissement. Mais chaque point de l'arrondissement va être traité 1 à 2 fois par an. Donc c'est pas énorme au vu de la vitesse à laquelle pousse l'herbe. Voilà, ça c'est pour le petit matériel électrique. Enfin, je sais que la dernière fois que j'étais intervenue dans votre conseil de quartier, il y avait une grosse demande sur les corbeilles autour du centre Beaugrenelle. Ouais. Alors j'ai une bonne nouvelle, c'est pas encore en place, mais d'ici très peu de temps, en fait, d'ici la rentrée, normalement d'ici septembre, on devrait mettre en place des corbeilles compactantes autour du centre Beaugrenelle. Donc l'avantage de ces corbeilles compactantes, c'est qu'elles ont une capacité 6 fois supérieure aux corbeilles qu'on a actuellement. Donc ça devrait permettre de répondre à la demande qui avait été formulée il y a 1 an et demi, je ne sais plus, où on me demandait de rajouter des corbeilles. Et j'avais répondu qu'on ne peut pas rajouter indéfiniment des corbeilles parce qu'après l'espace public il est encombré et finalement c'est pas intéressant. Et voilà. Donc là on va pas mettre plus de corbeilles, mais on va remplacer nos corbeilles par des corbeilles compactantes et on aura 6 fois plus de volume collecté qui pourra être collecté dans ces corbeilles. Alors oui, c'est vrai. Le sujet des corbeilles, c'est un peu comme les colonnes à verre, c'est toujours la même chose. On reçoit à la fois des demandes pour en implanter et on reçoit aussi énormément de plaintes d'usagers qui souhaitent qu'on les retire. Donc c'est un sujet qui est assez compliqué parce que très souvent on retire une corbeille puis après on nous demande de la remettre, ensuite on nous demande de l'enlever, etc., etc. Donc nous on essaye de juger est-ce que cette corbeille elle est utile et surtout est-ce qu'elle amène plus de nuisances que ce qu'elle permet de ramasser de déchets. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines corbeilles qui attirent énormément de dépôts. Donc on essaye de mettre les corbeilles dans des endroits où il y a beaucoup de passages et où elles sont visibles, histoire que les personnes qui déposent, elles le fassent pas, elles soient vues quand elles déposent leurs déchets et qu'elles soient plus ou moins dissuadées de le faire. Ça marche pas à chaque fois, mais voilà. En tout cas, c'est pour ça qu'on a supprimé un certain nombre de corbeilles sur l'arrondissement. Et l'avantage des corbeilles compactantes, c'est que même si on supprime des corbeilles, on gagne en capacité. Mais là, on n'en supprimera pas autour de Beaugrenelle. Au contraire, on va mettre des corbeilles compactantes qui permettront d'avoir un volume supplémentaire de collecte. Et il y en aura aussi sur le quai Branly. Alors pour l'instant, il y a des travaux, donc on en mettra qu'aux extrémités du quai Branly. Mais à terme, d'ici l'année prochaine, on devrait en mettre tout le long du quai Branly. Quand on dit compactante, ça veut dire que c'est plus un élastique avec un sac qui volé. Non, alors je peux vous... C'est fermé. C'est plus les bagatelles. Non, c'est plus les bagatelles. Alors les bagatelles, Là, faut les reprendre. attention, On vous les rend. les bagatelles, on va pas les supprimer parce que pour l'instant, je vous ai dit, on va en mettre qu'autour de Beaugrenelle et sur le quai Branly. Il y en aura aussi à Montparnasse et puis à la porte de Versailles. Mais voilà, c'est du plus, c'est à certains endroits où il y a énormément de fréquentation, où il y a des demandes. Ça permet aussi d'éviter que les rats aillent dans les sacs et aussi les corneilles qui percent les sacs des corbeilles. Mais en tout cas, on supprimera pas pour le moment les corbeilles bagatelles, sachant qu'il y a un autre modèle de corbeille qui n'est pas compactante et qui est expérimenté ailleurs dans Paris, les corbeilles Cybelle, qui sont des corbeilles fermées, mais qui ne compactent pas les déchets. Petit à petit, elles vont être étendues. Elles vont être Cybelle. Le modèle de la corbeille, c'est Cybelle. Donc à terme, on en aura aussi sur le 15e, mais là, toujours pareil, ils ne vont pas remplacer toutes les bagatelles d'un coup par des Cybelle ou par des compactantes. Ça va se faire petit à petit par phase. Et dans les zones... Oui. Il n'y a pas d'enjeu au niveau, par rapport à la transparence des poubelles, d'avoir quelque chose d'un peu plus transparent aussi pour les enjeux Vigipirate? Alors, c'est vrai que le modèle de bagatelle, il avait été choisi justement pour répondre aux exigences Vigipirate. Il y avait même eu un test d'explosion qui avait été fait en Allemagne pour voir si la corbeille était résistante. Aujourd'hui, on n'est
plus dans ces exigences-là. En tout cas, on a été autorisé par la préfecture de police à mettre ces corbeilles. Après, sur l'aspect sécurité, je sais juste qu'on a les autorisations de la préfecture de police, mais je ne peux pas vous dire ce qu'il en est. S'il vous plaît, vous parliez donc de mettre des poubelles compactantes, Beaugrenelle, Quai Branly, mais il y a un endroit qui est pas très très loin, c'est l'île aux Cygnes. Parce que là, il y a des déchets absolument considérables et ça serait intéressant d'en mettre. Parce que quand on se promène, on se rend compte tous les jours que les poubelles débordent. Parce qu'il y a une activité de nuit très importante sur cette île et qui provoque effectivement beaucoup de déchets. Alors, qu'en est-il ? Vous avez envisagé ce genre de choses ? Oui, tout à fait. Mais alors, on ne peut pas mettre de corbeilles compactantes sur l'île aux Cygnes, tout simplement parce que l'île aux Cygnes est en zone inondable et qu'on ne peut pas implanter ces corbeilles-là sur les zones inondables parce qu'il y a un système électronique. En fait, non seulement elles sont compactantes, mais elles sont intelligentes. C'est-à-dire qu'elles nous envoient des informations pour nous dire si la corbeille est pleine ou pas. Attendez, on s'arrête. Néanmoins, non mais attendez, je vais finir de vous répondre parce que pour l'île aux Cygnes, de toute façon, on ne peut pas mettre de compactantes. Il n'y aura pas de compactantes, en tout cas pour le moment. Oui. Dans quelques années, je ne sais pas, mais pour le moment, on ne peut pas. C'était une demande qu'on avait formulée parce qu'effectivement, nous, on fait le même constat que vous et c'est très compliqué pour nos équipes d'intervenir là-bas. On ne peut pas envoyer les mêmes engins de propreté sur l'île aux Cygnes qu'ailleurs parce que l'accès est compliqué, mais la collecte se fait quand même. Néanmoins, tout à l'heure, je vous ai parlé des cibelles. L'objectif, c'est de mettre des cibelles sur l'île aux Cygnes. Déjà, pour faire face au problème des nuisances liées aux rats, parce qu'il y a énormément de rats sur l'île aux Cygnes, c'est très dangereux pour les agents qui interviennent là-bas. Quand ils y vont le matin à 6h, vous avez des rats qui sortent des poubelles. Enfin, voilà, en termes d'hygiène, c'est compliqué pour nos équipes. Donc, à terme, nous allons mettre des cibelles sur l'île aux Cygnes, mais pour l'instant, il n'y aura pas de compactante. Oui, enfin, je trouve que la raison de dire zone inondable, 1910, effectivement, vous avez raison, l'île avait été submergée. Mais pas que, hein. Très raisonnable. La partie inondable, c'est que la partie où il y a la statue de la liberté. Mais la partie haute, je n'ai jamais vu la partie haute. Mais non, bien sûr. On a eu des précipitations. Ben oui. Non, il n'y a que mal. C'est pas très sérieux tout ça. Il y a beaucoup de déchets, c'est vrai. Que sur la partie de la statue de la liberté. Moi, je voudrais intervenir, s'il vous plaît. Ici, c'est le quartier Muriot-Zola, d'accord. Donc, le boulevard là-bas, près du musée, j'ai envie de vous dire, c'est pas notre problème. Et on a fait de marche exploratoire, il y a 15 jours. Le constat, il est... voilà, il y en avait une en 2012. Enfin, moi, si on prend le rapport de 2012 et si on prend le rapport de maintenant, c'est pire. Bon. Donc, moi, je vais vous parler de ce que j'ai fait sur la marche exploratoire, c'est-à-dire la Soudale de Beaugrenelle. Après, on passera la parole à ceux qui ont fait les autres parties. Donc, si je résume, vous avez 10 machines pour un arrondissement qui fait 250 000 habitants. Là, la machine qui nettoie les trottoirs. Les petites machines électriques, là, comme... un peu vous plus en allez que avoir ça. 10. Les nouvelles, les très petites machines électriques, ça on en a une dizaine pour l'arrondissement. Ensuite on a les aspiratrices de trottoir, là on en a 7 pour l'arrondissement et on va avoir 7 laveuses, on en a 6 actuellement. Donc ça fait une vingtaine pour un arrondissement qui est le plus grand arrondissement de Paris, avec le plus d'habitants, avec une concentration comme sur Beaugrenelle qui est quand même assez intensif. Alors sachant qu'au-delà de ces machines, il y a aussi des engins de chaussée qui ne sont pas attribués spécifiquement à l'arrondissement, qui sont gérés par les garages qui sont en dehors de Paris, qui sont aussi les garages qui mettent à disposition les bennes pour la collecte des ordures ménagères sur les arrondissements collectés en régie, ce qui n'est pas le cas du 15e. Mais ces engins-là, ils sont dédiés à la propreté. C'est le nettoyage des trottoirs, de la Soudale. Oui, mais alors les engins, juste pour préciser sur les engins de chaussée, qu'on appelle de chaussée, qui circulent sur la chaussée, c'est pour ça qu'on les appelle les engins de chaussée, servent à nettoyer les trottoirs en fait. Vous avez dû voir ces grosses machines qui circulent sur la chaussée, et à l'arrière de ces machines-là, vous avez une lance. Sous la dalle, je vous assure, je n'en ai jamais vu. Qui permet de nettoyer les trottoirs. Alors, moi, ma question, elle est très claire. J'ai besoin de savoir combien de fois vous passez par mois, on va commencer par mois, sous la Soudale pour nettoyer les trottoirs. Première question. La deuxième question, je pense qu'elles doivent passer de temps en temps parce qu'on s'en aperçoit aux flaques d'eau. Et comme ça fait une éternité qu'on demande qu'on rebouche les trous et qu'on nous dit qu'on les a rebouchés, mais on ne les a pas rebouchés. Donc il y a des espèces de flaques d'eau stagnante,
d'accord? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Voilà, il n'y a pas de mots à définir ces flaques d'eau qui sont dégueulasses. Et j'ai envie de vous dire, si vos machines passent, alors la fréquence, je ne la connais pas, mais si elle passe, bon, en tous les cas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vérifie le travail qui a été fait? Parce que c'est pas possible qu'il y ait quelqu'un qui vérifie le travail qui a été fait sur ces trottoirs de la Soudale, je précise sous la Soudale. Et deuxièmement, quid de ces flaques d'eau? C'est-à-dire, en fait, le type, il passe, il laisse l'eau comme ça qui stagne, et il s'en fout, quoi. Il n'y a personne qui bouge, et ça donne un environnement qui est dégueulasse. Je termine avec une troisième question sous Beaugrenelle. Il faut savoir qu'à Beaugrenelle, on a les bus, mais on a aussi une benne poubelle du Novotel. Alors là, je pense que la DPSP aussi peut intervenir. Cette benne poubelle, c'est la benne poubelle du Novotel. C'est-à-dire que comme elle n'a pas assez de place pour mettre ses poubelles à l'intérieur, elle a un local poubelle, elle a mis une benne, elle a été prise en photo, je l'ai prise en photo, Audrey l'a mis dans le rapport. Il y a une benne qui sert de poubelle, en fait, en quelque sorte, pour le Novotel. Est-ce que cette benne, elle a les autorisations administratives d'être là? Parce que là, on ne parle pas de travaux, ce sont des poubelles, je précise bien, des poubelles avec tout ce qui va avec, hein, les rats, les odeurs, etc. Et elle est permanente, cette benne. Donc je n'arrive pas à comprendre. Alors qu'on n'arrive pas à canaliser les bus, c'est vrai que c'est un peu complexe, mais une benne poubelle sous la dalle, ça pose des problèmes de sécurité, d'insalubrité, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Pourquoi on a une benne poubelle? Parce que si tout le monde met des bennes poubelles sous la dalle, on va s'amuser. Donc c'est pas normal que cette benne, elle soit là. C'est pas normal que ces trottoirs, je pense qu'ils sont faits, je sais pas quelle est la fréquence, vous allez me le dire, mais en tous les cas, ils sont mal faits, ces trottoirs. Moi, je vous invite à venir quand vous voulez, vous allez voir les pigeons, les trucs, etc. C'est mal fait, voilà, c'est fait comme si c'était pas fait, voilà. Et voilà ce que j'avais à dire en ce qui concerne ma partie sous la Soudale. Après, je crois qu'il y a eu d'autres groupes qui se sont créés et chacun dira la sienne. Mais avant de passer aux autres groupes, je voudrais avoir mes réponses sur ma benne poubelle et sur les flaques et sur les passages. Merci. Alors sur les passages, le balayage il est fait 5 fois par semaine, sachant qu'il y a une zone qui est très compliquée et vous le savez parce que vous en parlez dans ce que vous m'avez transmis, c'est la zone qui est rue Gaston-Caillavet avec les personnes à la rue qui sont à cet endroit. Donc nous on intervient régulièrement, en gros une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours avec la police ou nos collègues de la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection pour faire des opérations de nettoyage à cet endroit. Mais opération de nettoyage, ça ne veut pas dire que les personnes s'en vont, ça veut juste dire que le temps de l'opération de nettoyage, nos collègues de la DPSP ou de la police demandent à ces personnes de quitter l'endroit pendant que nous, on intervient pour retirer les déchets, nettoyer, laver, etc., etc. Mais après ça, en général, ils se réinstallent. C'est pour ça que il y a des nuisances importantes à cet endroit-là. Donc le balayage, il est fait 5 fois par semaine. L'agent, quand il est au balayage, il ne traite pas, il traite pas tout seul la partie Gaston-Caillavet qui est occupée. Il passe autour et il s'occupe pas du campement parce que c'est trop dangereux. On le fait uniquement en présence de nos collègues de la DPSP. Pour le lavage, il est réalisé normalement tous les 15 jours. Une fois tous les 15 jours, voire une fois par semaine. Toujours pareil, quand on fait le lavage, on ne traite pas cette partie-là, sauf quand on est accompagné par nos collègues. Voilà. Et pour les flaques d'eau, alors les flaques d'eau, c'est un problème. Hein, c'est un problème de voirie. L'agent qui est au lavage, je vous expliquais tout à l'heure, donc en général, il y a 2 façons de faire le lavage. Soit on a les petits engins de trottoir qui peuvent passer sur les trottoirs, mais pour moi, à cet endroit-là, ils ne passent pas. Donc c'est forcément un engin de chaussée qui assure le lavage. Et donc vous avez un agent qui a la lance et qui fait le lavage du trottoir avec la lance, qui envoie les déchets sur la chaussée et ramène tout ce qu'il a ramené sur la chaussée. Là où il y a des trous, l'eau, elle stagne. Mais l'agent qui est au lavage, il n'a pas les moyens d'enlever cette eau-là, en fait. Donc, mais celui qui passe avec le balai, il n'a pas les moyens de... Mais c'est pas si facile que ça. Est-ce que vous pouvez comprendre l'insatisfaction des habitants de ce quartier? Moi, je suis un peu le porte-parole de ces habitants. Moi, c'est tous les jours qu'on m'appelle. Tous les jours, les gens sont insatisfaits de la propreté de ce quartier sous la dalle. Toute la voirie est à refaire. Voilà, tout. Vous pouvez pas, on peut pas coordonner avec la voirie. On peut pas trouver les solutions. C'est une insatisfaction. Alors, en plus que vous dites, on contourne les SDF, etc. Mais c'est pas, voilà, les gens ne sont pas contents. Moi, je vous le dis.
Je vous le dis, on m'appelle à 10h du soir, à 11h, on m'envoie des mails, etc. Donc il faut trouver des solutions sous la dalle. Je peux bien comprendre, honnêtement, je comprends très bien que les gens ne soient pas contents pour cet endroit-là, parce que j'y suis allée régulièrement et je sais que les nuisances sont importantes. Maintenant, moi, je ne peux pas aller au-delà de ma compétence. C'est-à-dire que moi, toute seule, je ne vais pas dire à ces personnes-là, maintenant, il faut partir. Je n'ai pas les moyens de le faire, je ne peux pas le faire. Donc, oui, enfin, on m'a aussi parlé des SDF et c'est normal. Hein. Enfin, il y a des nuisances qui sont liées à l'occupation. Mais je vais laisser ma collègue peut-être dire un petit mot sur l'état des trottoirs, ma collègue de la voirie, parce que je ne gère que la propreté, qui est déjà un sujet compliqué. Mais la voirie, tu veux dire un petit mot sur les... Attendez. La benne poubelle. Alors la benne poubelle. La benne poubelle. On a échangé avec mes collègues de la DPSP parce que donc nous en fait à part constater qu'il y a une benne on peut pas faire grand chose. Donc ceux qui ont la compétence pour agir sur la benne poubelle ce sont les collègues de la DPSP. Donc ce qu'ils font, elle nous a informé déjà tout à l'heure. Ce qu'ils vont faire eux, et puis après vous compléterez si je dis n'importe quoi, mais je ne pense pas, ils font une enquête, voir s'ils ont une autorisation déjà premièrement, à qui... Oui. Il faut quand même que quelqu'un leur ait amené une benne. Une benne à travaux. Donc ce sera d'autant plus facile. Mais après, ils font très bien leur métier. S'ils arrivent à l'identifier, ils vont verbaliser. S'ils ne peuvent pas l'identifier, ils font appel à nos services pour le retrait de la benne. Et donc après, ce sont nos services qui retireront la benne. Mais vous voyez, madame, moi je vais vous dire une chose. Cette benne, elle est là depuis... elle est tellement là qu'on la voit même plus. On la sent, mais on la voit plus. Mais... je vais vous dire, ça fait longtemps qu'elle est là. Moi, ce qui me préoccupe, c'est que vos agents de propreté, et s'il y avait quelqu'un qui contrôlait la propreté, comment a-t-il pu passer devant sans la voir, cette benne? C'est pas possible. Il a fallu qu'on fasse cette marche exploratoire pour que ça remonte, et vous venez seulement avoir maintenant l'information. Mais ça fait, je pense que ça fait des années qu'elle y est, cette benne. Peut-être pas des années, mais au moins 3-4 ans. Voilà. Ouais. Ça fait des années. Vous jouez sur les mots, hein, Madame Baudot. Non, mais alors... Ah non, parce que, attention, de temps en temps, ils la changent. De temps en temps, ils la changent parce que comme l'autre, elle a pourri, ils en mettent une nouvelle. Bah oui. Donc bon, voilà. Je vais être mais tout à fait honnête avec vous. C'est pas normal pas normal que les gens de votre service qui nettoient... Et je vais vous dire une chose. Le trottoir du Novotel, je pense qu'il n'a pas été nettoyé depuis quelques années. Ça, je vous le dis. À côté des bus, c'est dégueulasse. Ça sent mauvais. C'est pas possible que ce que vous me dites, que les gens passent 5 fois par semaine sous la dalle. Ce n'est pas vrai. Moi, donnez-moi les dates et faites-moi passer les gens. Moi, je suis là, je peux aller les surveiller. C'est dégueulasse à côté du Novotel. C'est pas possible. Ça n'a pas été nettoyé depuis des années. Voilà. Donc, et quand bien même ils étaient passés, c'est pas normal qu'ils vous fassent pas remonter l'information en disant, Madame, vous savez, là, il y a une benne, c'est des poubelles, il y a des rats, des trucs, etc. Ça, c'est pas normal. Voilà. Alors, je vais vous répondre de façon tout à fait honnête. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord avec vous. On va pas se le cacher, hein, je vous ai dit tout à l'heure, le service, il compte 320 personnes. Sur les 320 personnes, il y en a des très bien, il y en a des moins bien, comme partout. Donc, voilà, exactement. J'ai bien noté que la benne, elle était là depuis 3-4 ans, apparemment. Donc, je prendrai les mesures nécessaires vis-à-vis de mes agents, mais je ne peux pas garantir que, malheureusement, enfin, clairement, tous mes agents, je sais très bien qu'ils sont... Enfin, ils ne nous rendent pas tous la même qualité de travail, les agents, que ce soit les éboueurs ou leurs encadrants intermédiaires. Moi, je suis preneuse de ce genre de signalement parce que l'idée, c'est que tout le monde fasse son travail et que ceux qui ne fassent pas leur travail soient sanctionnés. C'est mon rôle aussi de sanctionner les agents quand ça ne fonctionne pas. S'il vous plaît, je vais peut-être juste passer la parole à ma collègue de la voirie pour qu'elle vous réponde sur les trottoirs. Et puis, Bon. Oui, bonjour. Oui. Alors, je vais pas forcément vous satisfaire en répondant. Les trottoirs de la Soudale de Beaugrenelle, on a fait plusieurs marches exploratoires. Très honnêtement, on n'a pas trouvé, et je le dis et je le redis, on n'a pas trouvé que l'état de dégradation de la voirie était aussi important que vous le dites. Simplement, c'est parfaitement... Non, mais je vous demanderai de me laisser finir, s'il vous plaît. Simplement, la difficulté de la Soudale, c'est que c'est sous une dalle, c'est que ça n'est pas arrosé par la pluie, c'est que ça n'est pas nettoyé, c'est que c'est glauque et que c'est affreux.
Mais si vous vous prenez sur tous les trottoirs de Paris et d'ailleurs, des petits trous, il y en a partout. Hein, c'est normal, ça. C'est pas, on n'est pas sur un parquet quand on est dans la rue. On a forcément des nivellations, on a forcément des mouvements de terrain. C'est vrai que sous la dalle Beaugrenelle, eh bien, comme il n'y a pas de passage, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de conditions climatiques qui font qu'une rue est une rue, on n'a pas le même ressenti. On y a fait des travaux suite à un budget participatif. L'éclairage, donc là pour l'instant c'est terminé. Les aménagements de trottoirs, on a fait quelques oreilles, c'est en passe d'être terminé. On va refaire une marche pour aller voir qu'est-ce qui peut encore être amélioré. Mais de l'eau dans les caniveaux, enfin, je le redis, hein, de l'eau dans les caniveaux, ça n'est pas anormal. C'est le propre d'un caniveau de recevoir de l'eau. Donc on ne peut pas avoir une pente absolument parfaite quand on est sur de la voirie. Et je voudrais continuer ce qui différencie aussi la dalle Beaugrenelle. Et alors là, une fois qu'on a dit ça, et alors, c'est qu'on n'est pas sur la voirie partout. On est sur des portions de terrain qui ne sont pas à la voirie, qui sont aux propriétaires des immeubles ou qui sont à la SEM Paris-Seine, enfin peu importe, ça c'est pas votre problème, je sais que c'est le nôtre, mais en tout cas on n'est pas compétent pour intervenir partout. La benne dont vous parlez, moi je suis pas capable aujourd'hui de vous dire si elle est autorisée ou si elle l'est pas, donc ça on va vérifier, puis si elle l'est, c'est pas normal qu'elle le soit, donc ça on va y mettre un terme, mais si elle est sur du domaine privé, on ne pourra rien y faire. Elle est sur le domaine public. Donc il faut s'assurer qu'elle est bien sur le trottoir, sur la partie de rue qui est du domaine public. Parce que le Novotel, ils ont aussi des espaces qui leur sont propres. Dans cette rue Gaston-Caillavet, jusqu'à l'année dernière, on avait des travaux partout. D'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle le trottoir n'a pas été refait. Hein. Mais on a des travaux de concessionnaires, on a des travaux de la SEM Paris-Seine, on a des travaux du Novotel peut-être, s'ils ont une emprise. Vous parlez de la benne ? Oui. Non, la benne, elle est sur la route. Hein. Elle est sur la chaussée, d'accord. Non, mais c'est ce que... maintenant, si vous leur donnez l'idée de la mettre sur la partie... Non, mais moi, je ne veux pas leur donner d'idée du tout. Hein. Je veux juste m'assurer qu'on... Il y en avait mis dans le recoin. Non. Donc c'est vrai que la Soudal est un lieu de problème. On n'a pas de solution absolue. Non, il n'y a pas que la Soudal. Alors, juste, on va restructurer. Donc, on a Madame Baudot, vous avez une question, et ensuite on a monsieur au fond qui lève la main depuis longtemps, et monsieur devant, et Madame. Ok, donc Madame Baudot, Madame, monsieur au fond, monsieur devant. Moi, c'est pas trop de questions, mais je voudrais donner un peu mon opinion. J'ai fait partie de la marche exploratoire en 2012 avec le document. Auquel il n'y a pas grand-chose à changer. Hein. Et j'ai fait une partie de la marche exploratoire l'autre soir avec Madame de Riam. Qu'est-ce qu'on a constaté ? On a constaté plein de choses qui font que finalement, oui, il y a des endroits où ça paraît sale, mais pas une saleté qui s'est encrassée. Il ne faut quand même pas qu'on oublie qu'avec Beaugrenelle, on est dans une zone touristique internationale qui passe un certain nombre de clients qui se présentent au centre commercial. C'est une zone qui attire. Donc, il y a beaucoup de passages. Qui dit passage, avec tous les restaurants, tout ce qui s'est ouvert de restauration rapide, le touriste qui passe, nous on a regardé Starbucks, McDo, toutes les boulangeries qui font, on prend un sandwich, on prend et on jette. Et il y a cette impression là de saleté permanente, alors que là, nous voyons, nous, les balayeurs balayer tous les jours. Et tous les jours, ils retirent tout ça. Mais évidemment, ça recommence le lendemain, ou ça recommence même dans l'après-midi ou dans la soirée. Il y a ça. Il y a le problème des mégots. Maintenant, tout le monde est... Mais quand même, quand on regarde, tous les pieds d'arbres sont remplis de mégots. Il y a une saleté permanente autour de ces pieds d'arbres. Et ça donne une sensation de laxisme, de laisser-aller, de non-nettoyage, alors que moi, quand je regarde les balayeurs, enfin les gens qui nettoient, qu'est-ce qu'ils font ? Ils balayent ou ils sont avec les engins dont vous nous parlez.
Mais ils ne peuvent pas, évidemment, réparer les trous qu'il y a sur les trottoirs, les trous qui sont sur la voirie, l'eau qui stagne. Et là, je sais, l'endroit précis dont vous parlez, c'est à l'entrée, rue Caillavé, à l'entrée du bas de la tour rive gauche. Il y a de l'eau qui stagne parce que, alors là je m'excuse, mais il y avait, je vous donne du détail du coup, il y avait une fuite de canalisation du plafond qui viennent de la non-étanchéité ou des travaux qui ont été faits avec la piscine, et l'eau a coulé pendant des mois et des mois. Et elle coule encore, il suffit qu'il y ait une grosse pluie, donc je pense que c'est la dalle qui n'est pas étanche, et il y a de la responsabilité de la SEM parisienne dans toutes les affaires dont on parle ce soir. Ça, moi j'en suis persuadée. Et puis, il y a autre chose. Alors là, les poubelles. Écoutez, il n'y a rien de plus chose qui font sale que ces poubelles qui débordent. Vous savez, on vous avait parlé. Les petites poubelles bagatelles, là, nous, on a vu ce qui se passait. Les éboueurs qui remplacent le sac poubelle lorsqu'ils ramassent les ordures ménagères. Bon. Ils sont chargés à toute vitesse de ramasser la poubelle et de remettre le sac à la vitesse où ils doivent aller, ces gars, hein, qui travaillent. Franchement, il faut voir comment ils travaillent, les gars des bennes des éboueurs. Il faut, au fur et à mesure que la benne avance, ils courent après la benne et il faut qu'ils remplacent, vous le savez, madame, mieux que moi, donc je ne vais pas décrire, mais... Et il n'ouvre pas. Résultat, la première personne qui passe, si elle n'a pas l'idée de faire le trou elle-même dans la poche, elle jette et les ordures sont à côté. Et quand une ordure est à côté, eh bien tous les gens continuent à mettre le truc à côté. Alors, vous nous avez répondu au moment de ces poubelles bagatelles que si on mettait des poubelles avec des plus grands orifices, les gens qui descendent de chez eux, alors que là, c'est fait que pour prendre le carton qu'on va, enfin le gobelet qu'on va jeter, le truc. Résultat, il y a des gens qui descendent leur sac poubelle. Alors évidemment, je comprends qu'on ait fait ces choses-là. Mais le résultat, il est le même parce que le mec qui se présente avec son sac poubelle, eh ben, il le pose à côté. Et donc, moi, j'ai pris ce soir à 17h, alors, on parle du centre commercial parce qu'il passe beaucoup de gens, beaucoup de monde. Mais si vous prenez les établissements qui reçoivent beaucoup de gens, vous avez le lycée Beaugrenelle. Moi, je suis passée, ils ont une poubelle. Une malheureuse poubelle. Ce soir, je suis passée, il y avait, je vous assure, il y avait assez d'ordures partout pour remplir un petit container de tri jaune, là, vous voyez. Donc, c'est pas possible. Il faut choisir les rues où on met les trucs bagatelles et les autres endroits où il passe beaucoup de monde. Monsieur le directeur du magasin Beaugrenelle, il peut le dire. Il y a des jours où ils ont 20 000 personnes qui circulent. Mais même s'il n'y a que 3 000 personnes qui jettent leur ticket de métro, leur truc, ça fait sale. Et donc, on a une impression d'énorme saleté. Bon. Mais par contre, vous allez... Moi, j'étais parlé avec des femmes de l'école Exectus Michel. Je leur dis, alors, qu'est-ce que vous pensez des rues et tout ça? Elles m'ont dit, oh ben, nous, on n'a pas à se plaindre. En même temps qu'elles me disaient ça, la petite place était impeccable, mais d'un autre côté, il y avait de la crasse qui s'était mise sous les bancs. Et ça, je comprends qu'on ne puisse pas y aller avec les balais. À un moment donné, s'il n'y a pas les machines dont vous parlez qui arrosent et qui nettoient à fond, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas avec un balai qu'on retire de la crasse qui est là depuis des mois et des mois. Et puis alors, il y a les pigeons et les gens qui donnent à bouffer aux pigeons. Là, maintenant, il faut prendre des sanctions. On est rempli de pigeons. Et alors, c'est d'une saleté, la chiante de pigeons. C'est très malsain. Il faut là faire quelque chose par rapport aux pigeons. Là, franchement, voilà. Et alors, moi j'ai vu, comme vous d'ailleurs, j'ai vu le rapport qui avait été fait en 2012. On peut le reprendre tel que, mais il y a aussi les commerçants. Et nous, quand on a fait le tour avec Madame de Rien, on a vu une surface de proximité, hein, mais enfin une surface quand même. Ils avaient des ordures pour au moins 4 containers d'ordures ménagères, hein, de saleté, pas de tri. Eh bien, au lieu de mettre 5 ou 6 containers, ils en mettent que 2. Le couvercle n'est pas posé, n'est pas fermé. Et donc, tout ça, ça donne un sentiment de saleté. Et vous pourrez... Alors, il faudra sûrement regarder avec les balayeurs, et vous voyez bien votre service, vous savez bien qu'il y a besoin sûrement de mieux. Mais même si on met des balayeurs supplémentaires, ces choses-là, nous ne pourrons pas les régler. Et la question que je me pose, moi, c'est que quand on a fait un constat, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, avec ceux qui travaillent, vous, vos agents, d'avoir comme un petit comité de vigilance citoyen. Voilà. Je vois que on a parlé dans les débats de mettre en place des comités de vigilance citoyens pour le... Bon.
on ne va pas se battre entre les balayeurs qui disent nous on balaye tous les jours et les gens qui disent ouais ils font pas grand chose et les balayeurs nous disent oui mais à peine on est passé on repasse il y a à balayer. On ne va pas se battre entre nous, au contraire on va essayer d'être solidaires entre nous et puis aussi nous entre citoyens parce qu'on a vite fait de dire que c'est le voisin qui le fait. Mais il faut qu'on trouve un moyen que dans le quartier, même s'il y a les touristes et qu'il faudra faire avec, voir peut-être qui peut payer plus, celui qui encaisse beaucoup d'argent, il peut peut-être payer. Hein. Parce que le chiffre d'affaires, il peut rapporter. Quand on met des gobelets, bon, c'est pas le cas du centre commercial, mais tous ces Starbucks, McDo et compagnie, il faut peut-être voir que ça soit eux qui payent un peu plus pour le ramassage des déchets qui sortent de chez eux, quoi. Et donc, nous, on réfléchit, alors je sais pas comment faire, on réfléchit au comité de défense pour avoir comme, peut-être pas une structure, je sais pas, mais parce qu'on avait nommé un monsieur propreté, ou une dame propreté, enfin non, c'est un monsieur. Un monsieur propreté, je ne sais pas ce qu'il a fait, le pauvre malheureux, on n'en a plus jamais entendu parler. Donc il faut prendre quelque chose de réaliste, mais qu'on puisse travailler, parce que c'est une affaire de tous, moi, cette affaire. Alors vas-y. Oui, alors... oui. Alors écoutez, je partage tout à fait ce que vient de dire Madame Baudot et je voulais dire qu'au niveau de la voirie, il y a quand même quelque chose qui ne va pas du tout, dont on a parlé de nombreuses fois. C'est Place Charles-Michel, où je viens de passer après l'orage. J'ai repris une photo. Alors c'est pas simplement des histoires de caniveaux qui débordent un peu. Il doit y avoir un problème très sérieux parce qu'il y avait de l'eau. J'ai dû faire au moins 15 mètres pour pouvoir traverser côté rue des Entrepreneurs, avenue Émile Zola, hein, la partie de la place Charles-Michel. Je vais vous répondre sur ce l'angle de la rue Saint-Charles. À l'angle de la rue Saint-Charles. Et à chaque fois qu'il y a une pluie d'orage, on ne peut plus traverser la place. Il faut des bottes ou alors il faut y aller pieds nus. Hein. Voilà. Je vais vous répondre sur ce sujet-là. Depuis le temps que ça dure, comment se fait-il que ce problème n'est pas résolu ? Comment se fait-il? Alors, c'est une histoire de je sais pas moi, de... Est-ce que vous voulez que je vous réponde ou... Oui. Parce que je vais vous répondre sur ce sujet-là. Je suis arrivée en retard parce que je m'y suis arrêtée moi-même et que j'ai commencé à déboucher moi-même la BES. Donc, ce problème-là, il est bien connu de notre service. Et là, la propreté est arrivée pendant que j'étais en train d'essayer de déboucher avec un bâton trouvé dans ma voiture. C'est des détritus, c'est des papiers qui se mettent sur la grille de l'avaloir et qui bouchent l'avaloir. Donc évidemment, on devrait avoir ça dans toutes les rues, mais c'est pas le cas. Ici, c'est particulier. Il y avait 3 ou 4 papiers journaux qui empêchaient complètement l'eau de couler dans cet avaloir. Donc et quand c'est l'automne, c'est les feuilles. Maintenant, c'est les papiers. Enfin, donc nous, ce qu'on a demandé à ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à la SAP de créer une autre bouche d'égout à côté. Donc, c'est prévu. Simplement, ce qui simplifie pas les choses, c'est que la chaussée est amiantée et que donc ça augmente considérablement le coût et que ça nécessite une programmation différente. Mais donc, on va créer une deuxième bouche d'égout à côté pour essayer d'enrayer ce problème. Mais j'ai croisé des agents de la propreté qui étaient là et avec leur pelle, ils ont dégagé je ne sais combien de papiers et de cartons qui étaient amoncelés sur la grille. Oui. Il faut écouter ce que dit Madame. Ce qu'elle vous dit, c'est qu'avant l'aménagement, avant qu'on refasse la place, on n'avait pas ce problème-là. Ce problème-là, il existe depuis qu'on a aménagé la place au moment du centre commercial pour la rue. Dès qu'on enlève les papiers au-dessus de la grille, l'eau coule immédiatement. Hein. Mais monsieur a peut-être raison, c'est qu'avant, il n'y avait peut-être pas de grille sélective. Avant, il n'y avait pas de grille, tout partait dans les bouts. Maintenant, les papiers restent là. Au lieu de faire une grille, il vaut mieux faire un avaloir là dans les bouts. Oui. Oui, alors monsieur au fond avait une question depuis un moment, monsieur. J'en avais 2, mais maintenant ça a gonflé. Alors d'abord, je veux vraiment remercier Madame de la ville de la Voirie qui vient de parler, parce qu'elle nous a fait un diagnostic exact et elle nous a apporté une réponse sur un problème précis. Donc on espère que ça va être résolu, mais là, c'est vraiment ce que nous attendons au niveau d'un conseil de quartier. Il y a une bouche d'égout qui prend des papiers, on va faire une deuxième bouche d'égout, et vous avez vu et résolu vous-même déjà, vous avez commencé à résoudre le problème. Mais après, il y a d'autres questions. J'en avais 2 en tête avant de venir, et maintenant j'en ai 2 autres.
Une première qui rejoint celle qui a été dite à propos de la benne notamment, et qui rejoint ce que donc Emmanuel Danctron du comité de défense de Beaugrenelle. Depuis le départ, les avantages dont bénéficient les grands groupes, les hôtels de luxe et le groupe Beaugrenelle, et donc on voit encore avec la benne que c'est l'hôtel Novotel ex-Nico qui bénéficie d'avantages. Donc ça, il est temps, c'est vrai que nous regrettons l'absence de la SEM Paris-Seine, mais il est temps que... Il y a tellement d'argent, c'est multiplié par 2, qu'on est à 800 millions, c'est revendu. Donc ils sont quand même capables d'entretenir leur trottoir sous dalle et de ne pas nous faire payer les dégâts et les désagréments d'une benne. Donc là, il y a une demande précise de l'ensemble du quartier et de notre comité de défense en particulier, pour que ceux qui bénéficient de profits gigantesques dans ce projet immobilier fassent au moins le minimum par rapport à l'entretien de la sous-dalle et des voies. Donc ça, je l'ai rajouté un petit peu. Sur un autre point qui me préoccupe et qui n'a pas été abordé ici, c'est le ramassage des ordures, les horaires de ramassage des ordures et la société qui s'en occupe. Là, j'ai écouté avec attention ce qu'a dit monsieur à propos des textiles. C'est pas un sujet que nous avons... Enfin, en tout cas, moi, Madame Baudot l'a étudié, mais moi, je ne l'ai pas étudié avec elle. Ce que vous nous avez apporté comme élément, pour l'instant, ça me convient bien. On va refouiller, bien sûr, parce qu'on fait les choses bien. Mais je regrette qu'il n'y ait pas un représentant de Pizzorno ici. Parce que nous souffrons de la présence, depuis des années d'un groupe privé qui a mauvaise réputation dans toute la France et à qui la municipalité de Paris, les municipalités successives vont donner des parts et où il y a des conditions de travail effroyables, et où rien n'est surveillé. Donc, et là, une bonne partie des désagréments dont nous souffrons sont liés aux conditions de travail et d'exploitation de cette firme toulonnaise qui est vraiment mal famée. Bon, puisqu'on dit qu'il y a beaucoup de firmes qui ont beaucoup de mauvaise réputation, celle-ci en fait partie, avec un chiffre d'affaires énorme. Moi, je voudrais des représentants de Pizzorno et des représentants aussi du personnel de Pizzorno pour nous répondre là-dessus. Question complémentaire, pardon. Question complémentaire là-dessus, c'est sur les horaires des ramassages et des multiples collectes, y compris pseudo-écologiques, qui polluent notre quartier davantage. Donc nous avons beaucoup de rues où la collecte était sur 1h30, et maintenant on est passé sur 3 heures. Avec quelque chose qui échappe complètement à vos responsabilités précises et à ce que nous pouvons faire, mais la présence de populations de plus en plus pauvres qui fouillent les poubelles régulièrement. C'est une réalité dramatique que nous observons et dont nous souffrons aussi. Mais lorsqu'on est, y compris par rapport à la gestion, par rapport aux copropriétés, aux grands ensembles locatifs, lorsqu'on est sur un balancement de 3 heures au lieu de 1h30, puis qu'il y a plusieurs types de collectes, on arrive à des formes de dépôt qui sont vraiment problématiques sur tous les plans, sur le plan sanitaire, sur le plan malheureusement des rats en particulier dans cette zone basse. Donc là, c'est une question complémentaire de la question précédente, mais c'est différente. Je demande ce qu'on peut faire, ce que vous comptez faire sur le resserrement des horaires de collecte, et dans ce que vous comptez faire, le faire par rapport aux opérateurs du ramassage, donc des firmes déboueurs, et par rapport aux grands groupes locatifs ou les grandes copropriétés qui ont également des difficultés. Parce que sortir, à quel moment on sort les ordures ou pas, et puis si ça dure 3 heures, et je parle, reviens pas sur le Novotel. Et alors ma dernière question, c'est que vous m'avez choqué, madame, parce que moi je pense que dans toute collectivité, lorsqu'il y a un ensemble de salariés, il y en a certainement qui travaillent moins bien que d'autres. Dans des ensembles de cadres, y compris à la ville de Paris, il y en a qui sont plus respectueux de leurs salariés que d'autres. Mais quelqu'un qui est cadre ne vient pas dire que ce qui ne va pas, c'est la faute de ses personnels qui ne travaillent pas bien. Donc si ça ne marche pas bien, c'est de votre faute, c'est pas la faute des personnels. Donc ça, c'est quelque chose qui me choque. Et il y a une réalité qui revient, pas de 2015 ou de la marche exploratoire de 2019 ou de celle de 2012, c'est qu'en ce qui concerne les personnels de la ville de Paris, du nettoiement, et monsieur le maire de 15e l'a répété plusieurs fois et insisté, pour une population et une superficie largement supérieure au 18e arrondissement, nous avons un quart de salariés en moins et d'agents en moins. Donc, nous n'avons pas eu de réponse avant 2014. Aurons-nous une réponse avant 2020 ? Comme tout le 15e le demande, est-ce qu'il va y avoir enfin un effort en termes de personnel ? Et permettez-moi de vous dire que gardez vos remarques sur ceux qui ne travaillent pas bien ou pas, parce que, voilà, nous ne trompons pas d'ennemis, nous savons ceux qui nettoient et qui nettoient la merde en bas de chez nous, et ce n'est pas à eux qu'on fera des reproches.
Non, mais qu'il y ait des problèmes avec certains membres du personnel, on peut quand même pas. Juste, oui, parce que c'est une remarque qui revient souvent et je veux pas être dans le déni en disant que oui, c'est merveilleux, tout le monde travaille très bien. Je sais bien que c'est pas vrai, mais en revanche, je ne nie pas mes responsabilités. C'est moi qui suis responsable de ce service. Donc si jamais il y a des agents qui font pas leur travail, je considère que c'est de ma responsabilité. D'accord ? Mais je peux pas vous dire là aujourd'hui, ah si, sur l'ensemble de mon personnel, tout le monde est à 100% et c'est merveilleux. C'est une remarque qui revient très souvent. Ce soir, on me l'a pas faite, mais l'année dernière, quand j'étais venue dans ce conseil de quartier, je l'ai entendu un certain nombre de fois. Vos agents ne font rien, vos agents ne font rien, vos agents ne font rien. Donc, je ne dis pas que mes agents font rien. Ça, c'est faux. Mais je vous ai jamais... Je ne critique pas mes salariés, je suis juste honnête sur le constat et je vais pas annoncer des choses qui sont fausses parce que c'est pas possible. Attends, bon, bref. Mais en tous les cas, si mes salariés ne travaillent pas, c'est ma responsabilité, effectivement. Et je dirais pas le contraire. Donc du coup, les moyens supplémentaires. Alors quand même, il faut savoir que depuis 2016, on a 20 postes qui ont été créés sur le 15e arrondissement. Alors vous allez me dire, c'est pas énorme peut-être par rapport à ce que vous attendiez. C'est énorme par rapport aux créations de postes qui sont faites à la propreté sur Paris. On est l'arrondissement où il y a eu le plus de créations de postes sur ces 3 dernières années avec le 20e arrondissement. Et c'est énorme par rapport à ce qui peut se faire dans d'autres services que la propreté. Donc après, est-ce qu'il va y avoir d'autres créations de postes dans les années qui viennent ? Je n'en sais rien parce que ça, c'est un sujet qui n'est pas géré au niveau local. C'est un sujet qui est géré à l'échelle de la ville de Paris. Hein. C'est la DRH qui décide, qui valide le nombre de créations de postes par an. Et ensuite, notre direction décide où est-ce qu'ils les répartissent en fonction des demandes qu'on émet. Donc quand même 20 créations de postes sur le 15e depuis 3 ans. Qu'est-ce que c'est ? Du coup, oui, voilà. Alors, Pisorno. Il n'y a pas de représentant de Pisorno, mais c'est pas grave parce qu'en fait, Pisorno, ils sont en marché avec la ville de Paris. Donc, c'est nous qui la collecte des ordures ménagères et des multimatériaux et des bacs blancs, elle dépend de notre service. Donc, si Pisorno fait mal son travail, je ne vais pas vous dire que c'est que de leur faute, je vais vous dire que c'est aussi de la mienne puisque c'est nous qui sommes responsables de ce service-là. Donc, Pisorno. Vous m'avez demandé plusieurs choses, l'histoire des bacs, les horaires de collecte. Non, déjà, le fait que... Ouais, mais il y avait... Au départ, c'est pas ce que vous m'aviez dit. Vous m'aviez... C'était sur les conditions de travail. Est-ce qu'on va revenir à un service municipal dans le 15e ? Alors... Est-ce que vous souhaitez... Non, alors, est-ce qu'on va revenir à une collecte en régie, c'est ça ? Assurée par les éboueurs de la ville de Paris. A priori, mais alors là, c'est un sujet politique. Je n'ai pas à vous dire si je suis pour ou contre. Moi, je suis fonctionnaire de la ville de Paris, donc je fais ce qu'on me dit de faire. Si on me dit qu'on remunicipalise, je remunicipalise. Si on me dit c'est privé, c'est privé. Donc, aujourd'hui, je peux pas vous dire quelles sont les intentions. Non, mais... Chacun sa compétence. C'est pas à l'ordre du jour de remunicipaliser la collecte. Aujourd'hui, il y a un nouveau marché qui va démarrer au 22 juin et c'est à nouveau Pisorno qui va avoir le marché. Donc là, on est reparti pour minimum 3 ans, voire 6 ans avec Pisorno. C'est déjà Pisorno, mais le marché, en fait, si vous voulez, les marchés, ils sont repassés régulièrement. Donc là, le marché vient d'être repassé et le nouveau marché démarre au 22 juin. Mais finalement, il n'y aura pas de grand changement pour le 15e puisque c'est la même entreprise qui conserve le marché, ce qui n'est pas le cas partout. Donc sur la remunicipalisation, aujourd'hui, en tout cas, c'est pas prévu. Et il y a les municipales l'année prochaine. Voilà, ce sera peut-être un sujet, mais voilà. Sur les horaires de collecte, sur les conditions de travail déjà des salariés de Pisorno, parce que vous m'avez interpellé sur leurs conditions de travail. Donc, bon, évidemment, nous, on ne les gère pas directement, c'est l'entreprise qui les gère. Je ne sais pas à quelles conditions de travail vous faites référence, parce que, en fait, si c'est sur le temps de collecte, enfin, sur le temps qu'ils ont pour réaliser les collectes, c'est peut-être ça dont vous voulez parler, dire qu'ils n'ont pas assez de temps pour faire les collectes qui leur sont confiées. C'est plutôt ça ? Alors, c'est speed. Oui, vous les voyez se dépêcher énormément. En revanche, alors il y a des horaires de collecte, c'est 16h, 23h sur le 15e arrondissement. La collecte, elle démarre à 16h, elle finit à 23h. En fonction de où vous habitez, les collectes ne passent pas à la même heure. Les collectes finissent avant 23h.
Et il y a une certaine marge qui fait que on n'est pas. Enfin, c'est très rare que la collecte finisse en retard, et en général, elle finit même en avance. Donc, il y a du temps. Après, sur les conditions de travail, les conditions de rémunération, etc., je ne sais pas, mais ça ne me regarde pas directement. Mais non, mais en revanche, mais sur le temps de travail qui est alloué, enfin, pour faire les collectes, il y a du temps. Il y a du temps. Alors, le lundi, c'est plus compliqué, mais il y a plus de bennes le lundi qui circulent sur l'arrondissement parce que le dimanche... Voilà. Sur le temps de collecte sur une rue, il y a des rues qui sont... Selon la portion de rue, c'est ça, il y a des endroits où on est collecté à une certaine heure et ensuite, l'autre partie, elle est collectée 3 heures après. Il faut savoir que la réglementation, aujourd'hui, elle impose que les bacs ne soient pas sortis plus d'1 heure avant le passage de la collecte. Qui n'est pas forcément respecté, mais... Nos collègues à ma gauche de la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection, ils ont cette mission aussi de faire respecter ces horaires de présentation. Ils peuvent tout à fait verbaliser, et ils le font, les conteneurs qui restent toute la journée sur voie publique ou qui sont sortis en avance ou qui ne sont pas rentrés. Alors, qui ne sont pas fermés, ils peuvent verbaliser, je crois, mais ils le font, enfin ça dépend, parce qu'il y a des conteneurs qui sont quand même très abîmés, et c'est à nous de les remplacer, et dans ces cas-là, ils ne vont pas verbaliser, mais oui, ils peuvent. Il y a des commerçants qui exagèrent, voilà ce que je vous mets. On les connaît. Vous les connaissez, alors là, et on les verbalise. Alors, juste pour finir sur les temps de collecte, aujourd'hui, il y a énormément de contraintes sur la collecte, et je ne pense pas qu'on va revenir à un système où chaque rue sera collectée dans l'heure. Enfin, c'est même sûr. L'idée, déjà, ce qui a été fait sur le 15e pour la collecte, tout ce qui est collecte recyclable, des déchets recyclables, donc les bacs jaunes et les bacs blancs, c'est qu'on a sectorisé ces collectes. Vous savez que les bacs jaunes, vous êtes collectés 2 fois par semaine, et les bacs blancs 1 fois par semaine. Ce ne sont pas les mêmes jours de collecte sur tout le 15e arrondissement. Mais on a resserré sur les secteurs. L'arrondissement, il est découpé en 3 secteurs. Et ces jours-là, les collectes, elles sont que sur ces secteurs-là, histoire que les bennes, elles ne fassent pas des trajets très très longs et qu'on arrive à rester sur des horaires à peu près semblables. Mais ce n'est pas le cas partout. Il y a énormément de contraintes. On a des impératifs horaires à certains endroits. Donc, l'entreprise, quand elle fait ses plans, parce que c'est l'entreprise qui fait ses plans, après nous on peut donner des impératifs, que ce soit horaires, des endroits où on veut qu'elle démarre, en fonction de différentes contraintes. Mais je vais vous dire, c'est quasiment impossible aujourd'hui de dire que dans chaque rue, il n'y aura pas plus d'1 heure d'écart entre le moment où le premier bac est collecté et le dernier bac sera collecté. Ça, c'est impossible. Donc, nous, on peut vous communiquer de façon relativement précise les horaires de passage. Et à partir de ça, il faut s'attacher à respecter 1 heure avant. Le bac n'est pas sorti 1 heure avant le passage de la benne, et le bac est rentré un quart d'heure après, 15 minutes après. C'est pas fait. Alors, c'est fait... C'est pas respecté en général de façon si scrupuleuse, et les collègues de la DPSP, évidemment, ils verbalisent pas si le conteneur il reste une demi-heure au lieu d'1 quart d'heure après le passage de la benne, mais ils peuvent verbaliser si le bac il reste toute la nuit sur la voie publique, évidemment, hein, ou s'il est sorti dès le matin à 6 heures. Mais en tout cas, aujourd'hui, techniquement, c'est pas possible de dire que, de vous garantir que chaque rue, on pourra la collecter dans l'heure qui suit. C'est trop compliqué. Il y a trop de contraintes qui entrent en jeu. Alors, Madame Baudot, prenez peut-être le micro, et ensuite Monsieur Hazan, et ensuite et Monsieur. Ah oui, Monsieur, ça fait monter. Alors. Il faudrait prendre le micro et être bref, parce qu'il y a pas mal de personnes qui attendent aussi. Je ne dis pas que vous ne connaissez pas les endroits où il y a besoin de poubelles plus importantes que la poubelle actuelle. Mais nous, on voudrait participer à cette discussion-là. Parce que je sais de la façon dont vous nous avez répondu la dernière fois, et vous aviez vraiment soutenu que ces poubelles bagatelles, c'était formidable, hein, même au niveau de l'efficacité. Écoutez, madame, je me souviens très bien à tel point que j'avais été voir les balayeurs le lendemain en leur disant, mais comment se fait-il que vous n'ayez pas attiré l'attention de votre responsable sur le fait que ces poubelles ne permettent pas de ramasser ce qu'on voit dans le quartier? Et vos agents nous avaient dit, on le dit, mais bon. Donc nous, cette fois-ci, on voudrait être écoutés, et on voudrait, avec vous, décider
telle poubelle à tel coin de rue et telle poubelle à tel coin de rue. Parce que vous voyez, par exemple, les photos qu'on a prises, nous, c'est dans des coins qui ne sont pas où il y a des commerces. Mais il suffit d'un établissement public, une école ou une chose comme ça, pour qu'il y ait besoin de poubelles plus grandes. Hein. Bon. Donc, nous, on veut participer à ça. Alors, je transmettrai les plans à Madame Levavasseur, puisque les plans, ils sont déjà établis, puis vous me direz. Ce que j'avais dit sur les corbeilles bagatelles, attention, j'avais pas dit que c'était merveilleux, et depuis le début, on s'est rendu compte très rapidement que c'était pas merveilleux. Déjà, pour les agents, ils mettent beaucoup plus de temps à changer les sacs que sur l'ancien modèle où il y avait juste un arceau. Mais ce que j'avais dit, et encore une fois, sur le choix du modèle de bagatelle, c'est pas moi qui décide. Ah ben oui, mais en revanche, ce que j'avais... Il faut que cessent les décisions prises du haut, où personne n'est, où il n'y a pas de concertation. On prend un modèle, on trouve un beau modèle, un beau dessinateur, et on dit, allez hop, ça fait l'affaire. D'ailleurs, je me demande combien ça a coûté, voilà, c'est un comment de dire. Et là maintenant, vous voyez, les gens, ils en ont assez de dire des choses, de ne pas être entendus pour s'entendre dire 3 ou 4 ans après, vous aviez raison. Alors, je comprends. Non mais je vais juste finir de vous expliquer. Il y a des choix qui sont politiques et donc après nous on fait en fonction. Les poubelles, là, ni de droite ni de gauche, elles doivent être là, où il faut, oui. Des poubelles et des réverbères, il n'y a pas de droite-gauche. Aujourd'hui, s'il y a des poubelles compactantes et des poubelles d'autres modèles qui arrivent, c'est justement parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes et de demandes des citoyens et des services. Il faut qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles corbeilles qui ont été testées et qui vont être mises en place. Ce que j'avais dit, j'avais pas dit que c'était merveilleux, j'avais dit que le choix du modèle, il s'était porté, enfin ça s'était fait sur ce modèle-là, qu'effectivement l'objectif c'était de réduire l'ouverture de la corbeille, parce que comme vous l'avez très bien retenu, c'est qu'auparavant les gens mettaient leurs sacs d'ordures ménagères dans les corbeilles, sauf que ces corbeilles-là, elles n'ont pas vocation à mettre les sacs d'ordures ménagères, puisque les sacs d'ordures ménagères, ils devaient être mis dans les bacs verts. Hein, sauf que... On va laisser Madame répondre, parce qu'ensuite on a plusieurs personnes qui attendent de poser des questions, il va quand même falloir qu'elle puisse le faire. Sauf que ce qui n'avait pas été... Enfin, a priori, hein, ce qui n'avait pas été anticipé, c'était que les gens ils n'arrêteraient pas de descendre leur sac d'ordures ménagères et le mettraient finalement dans le bac vert, mais plutôt ils le déposeraient au pied de la corbeille ou ils le mettraient carrément dessus, et c'est ce qui s'est passé. Et ça n'avait pas été anticipé, et c'est pour ça qu'on a autant de nuisances, et qu'aujourd'hui la mairie de Paris a décidé de revenir en partie sur ce modèle et de proposer d'autres modèles de corbeilles. Mais voilà, j'ai jamais dit que c'était merveilleux, j'avais expliqué pourquoi ce choix. Alors, monsieur, et puis ensuite... Je voudrais me recentrer sur le quartier qui nous intéresse. Donc, d'une part, au niveau de la Soudal. Non, mais attendez, monsieur, vous avez un... Qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais monsieur n'a posé aucune question. Ça fait en fait peut-être 40 minutes qu'il lève la main, donc on va juste lui laisser la parole en premier et ensuite... voilà. Oui, Madame Levavasseur, lors de l'ancien conseil de quartier, le précédent, je vous avais parlé d'un problème dans la rue Keller où les lampadaires avaient été bousculés et qu'il fallait les remplacer et mettre des protections pour les lampadaires. Les protections ont été posées, mais les lampadaires ne sont toujours pas mis en place. Alors, je m'adresse à Madame de la Voirie. Pouvez-vous me donner une date quand vous allez mettre des lampadaires qui fonctionnent? Surtout que ça fait 2 ans que ça ne fonctionne pas. Écoutez, je suis désolée, j'ai pas bien fait mon travail parce que je suis pas au courant de ces lampadaires qui fonctionnent pas. Madame Levavasseur, vous l'avez pas Si, puisqu'il y a eu un début de choses qui ont été mises en place. Oui, et Monsieur Pinet aussi a averti. Alors je sais pas si vous avez écrit directement à vous. Je pense qu'il a peut-être écrit à Monsieur Passieux sur le sujet. Non, mais de toute façon, peu importe. L'information est remontée. On est tous solidaires. Mais comme il y a beaucoup de travaux aussi dans la rue Keller, je sais pas si ça joue sur le fait qu'on attende. Mais je ne sais pas. J'avoue, je ne sais pas pourquoi c'est pas allé au bout. Je ne sais pas. Je le note et je vais aller voir, oui. Parce que ces lampadaires sont sous le côté impair, le côté centre commercial, et nous, habitants de la tour Keller, on ne peut pas circuler sur le trottoir vert parce qu'il y a les travaux de la crèche. Donc nous sommes obligés de traverser pour passer le long du centre commercial et on n'a pas de lumière. Eh ben, c'est conjoint. Parce qu'il y a des candélabres qui ne fonctionnent pas, c'est ce que vous me dites? Il y a 3 lampadaires qui ont été
Oui. Mais ça a été bien transmis. Le maire a même fait a eu aussi un courrier de Madame Baudot avec copie à la voirie. Je sais. Donc, bon, l'information est remontée. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est bon ? Très bien, ça va être changé. Ça va être changé. Alors, ce que je vais essayer de dédramatiser un petit peu, hein, mais il y a des heures, il y a des jours. Ça fait 2 ans qu'on attend. Il y a des périodes où il vaut mieux nous signaler les choses parce qu'on est en début d'année budgétaire et on a des crédits. Et puis d'autres où on est en fin d'année budgétaire et ça passe. Mais donc là, on est dans la bonne période, donc ça va être fait. Mais oui, je fais mon mea culpa, je peux rien faire de plus. Non, mais enfin, il y avait votre prédécesseur, il était au courant. C'est bon ? Madame Hoth, est-ce que c'est vous qui écrivez en réponse à Paris.fr au sujet des différents problèmes d'hygiène et autres? Est-ce que c'est vous qui m'écrivez ça? Du type, nous sommes bien conscients des problèmes posés par le bruit produit par nos engins, propreté, tant pour les riverains que pour les agents. Est-ce que c'est vous qui écrivez ça? Je voudrais le savoir. Je voudrais avoir un nom. Je voudrais savoir qui répond à mes demandes au sujet des nuisances sonores à 6h15, 6h du matin. C'est Paris.fr, c'est ça? C'est ça, voilà. Et c'est pas signé la réponse? Non, c'est jamais signé. C'est cordialement l'équipe relations aux usagers. Alors. Non, du coup, non, c'est pas moi parce que si c'est moi, je signe. D'accord. Non, c'est l'équipe. En fait, au sein de la direction, il y a un service relations à l'usager qui nous transmet une partie des demandes qui arrivent, mais qui se charge de la réponse. Donc je pense que c'est une personne de ce service-là. Okay. Après, vous donnez un nom, j'en suis bien incapable. Alors, je vais être extrêmement concret. On a beaucoup parlé du quartier. Il y a aussi un autre quartier qui s'appelle le port de Grenelle. Depuis que les bateaux-hôtels sont arrivés, ils déchargent des tonnes d'ordures. Et vous avez la très mauvaise idée, vous ou vos collègues, d'aller les chercher entre 6h et 6h30 du matin. Je vous l'ai dit 1000 fois, c'est une zone qui est extrêmement bruyante parce qu'il y a un effet corridor. C'est exceptionnel. Il n'y a qu'un seul endroit en Europe où ça existe. C'est chez nous. Il y a ce qu'on appelle les tours. Il y a des effets corridors. Dès que quelqu'un claque des doigts, à 300 mètres à la ronde, tout le monde est au courant, et en plus c'est amplifié. J'ai regardé 1000 fois le truc, le type il arrive, le port de Grenelle est vide du matin au soir et du soir au matin. Ne me dites pas qu'il y a des problèmes d'horaire, vous pouvez arriver à 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, il n'y aura jamais personne. Je vous demande une fois et verbalement d'arrêter, et je demanderai à l'ennemi de savoir s'il s'agit de la ville de Paris ou bien de Pigeorneau, ou qui vous voulez, savoir qui s'octroie ces 1,4 km de port de Grenelle et comprennent une bonne fois pour toutes que même s'il a un passe-droit vis-à-vis du code de la santé publique et de la nuisance sonore, il agisse et ne se garde pas de ricaner en disant de toute façon nous sommes un service public et globalement on vous fait un bras d'honneur et on va continuer à venir vous emmerder à 6h et 6h30 du matin. C'est une machine qui vient uniquement pour relever 3-4 poubelles. Ces poubelles, vous pouvez venir les prendre quand vous voulez. Il n'y a jamais de trafic. Ne me racontez pas d'histoire d'organisation. Comme dit Madame Baudot, moi je suis prêt à venir vous voir et à vous expliquer avec un programme mathématique que vous pouvez venir à 8h, 9h, 11h du soir, il n'y a pas de problème. Mais quand vous avez 25 000 personnes qui sont emmerdées à 6h du matin par un véhicule, à ce moment-là, on sort de la problématique de mon passe-droit et de mon service et on fait quelque chose. Ça, c'est la première chose. J'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Oui, mais c'est que la collecte du port de Grenelle n'est pas assurée par la mairie de Paris. Mais c'est une excellente nouvelle parce que vous allez me dire qui s'en occupe. Alors, comment? C'est Aropa? Aropa aurait une machine spéciale qui ramasse les poubelles. Non, en fait, Port de Paris est responsable de la collecte de ces déchets. Donc eux-mêmes, je ne sais pas je pense pas qu'ils le fassent en régie. Ils doivent passer par un prestataire privé. Okay. Je ne sais pas quel est le prestataire privé qui prenne. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas nous parce que la collecte sur le 15e arrondissement, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est faite en soirée, pas en matinée, de 16h à 23h. Et en l'occurrence, nous, on n'intervient pas sur le port. Le port, c'est eux qui gèrent, ils nettoient et ils s'occupent de leur corbeille. Eh ben on va s'en occuper, il n'y a pas de problème. Ok, je vous remercie parce que c'est une vraie info. Et ça fait quand même 6 mois que vos services me répondent que globalement, ils ne sont pas intéressés. Je pense qu'ils n'ont pas compris et qu'ils vous ont parlé du KO. Mais pourtant c'est relativement bien écrit pour une fois. C'est du vrai français, il y a très peu de fautes. Donc je pense que c'est quand même un cadre de votre société qui est écrit. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, mais vous m'avez donné une vraie réponse. On va éviter ce genre de propos quand même. Pardon ? On va rester aimable. Je reste aimable, il n'y a aucun problème. Sans plus.
Non, mais on va pas. Il y a aussi vous voulez dire qu'il y a aussi des cadres qui écrivent très mal. Non, mais monsieur. oui, voilà, exactement. Non, mais ça veut dire que c'est une personne qui a une certaine responsabilité au sein de l'organisation qui me répond ce genre de choses. Non, mais là, ce qu'elle vous répond, c'est priori, c'est lié à Port de Paris, donc il faut qu'on ait un contact avec Port de Paris. C'est au premier degré que je réponds et je vous en remercie. La deuxième chose, c'est que je vais reprendre mon histoire de punaise de lit parce qu'il y a eu deux tours qui ont été attaquées l'année dernière. On a ce problème de types là qui sont en sous-dalle. Vous venez, vous avez dit, vous les faites sortir, vous nettoyez et ils reviennent. D'accord ? On parle du camp de... C'est un camp de Rome, c'est pas un camp de SDF, excusez-moi, mais ils sont là pour faire du business dans le quartier. Et moi, le politiquement correct, j'adore ça, donc je vais vous le répéter. Par contre, le problème, c'est qu'ils ont tous des matelas qui dorment sur place. Ce que je voudrais vous souffler comme solution, c'est pas uniquement de venir avec des laveuses, mais de venir avec des vapeurs. Parce que ça tue les petites bêtes. Vous voyez, alors quand vous venez, utilisez un système de vapeur d'eau chaude qui vont tuer les petites bestioles pour qu'éventuellement il n'y ait pas un truc qui se fasse avec l'été. Est-ce que ça c'est une bonne idée à votre avis ? Est-ce que c'est une chose possible ? Qu'on puisse réduire le risque ? De toute façon, quand nous on passe pour les matelas, les matelas ils sont retirés par nos équipes avec du matériel, des équipements spéciaux justement pour éviter la contamination de nos personnels par les punaises de lit. Je vous remercie de penser à eux, mais au-dessus vous avez 8000 personnes. Oui, mais une fois qu'on vous a retiré les matelas, les punaises elles sont plus là. Après, je vous dis pas qu'il n'y a pas un risque qu'elles reviennent, mais de toute façon. Si vous nettoyez au Karcher à vapeur cet endroit, vous minimisez, en tout cas vous réduisez un peu le risque. Ça va être, à mon avis, un carnage parce qu'il n'y a jamais eu autant de personnes à cet endroit bien précis. Et vu l'hygiène dans laquelle ils traînent, on peut s'attendre. Il ne faut plus passer là. Il ne faut plus que la population passe devant parce qu'on va s'attraper les punaises. Une fois que les gens montent dans les tours, c'est une tour entière qui peut être attaquée. Perspective 1 a été attaquée à partir d'un seul étage. Donc je pense que là-dessus, éventuellement... Je parle des matelas. Écoutez... C'est pas... Ok, bon, si en plus vous les avez, donnez-nous leurs adresses. La dernière... Ok, par contre, pour ce qui est des véhicules, vous avez parlé de nouveaux engins, d'accord, là ça vous concerne. J'ai vu effectivement ces nouveaux engins, c'est une espèce d'énorme aspirateur, n'est-ce pas ? C'est celui-là dont on parle ? Un énorme aspirateur ? Un truc avec un tube énorme. Oui, oui, tout à fait. J'ai entendu le Pluton, c'est ça. C'est ça, Pluton, qui est extrêmement silencieux. Oui, d'accord. C'est électrique. Tandis que j'avais fait une photo il y a 1 an et demi, je l'avais envoyée, sur les petites machines vertes, d'accord. Là, je reviens sur le bruit. C'était écrit par le constructeur 105 décibels. 105 décibels à 6 heures du matin. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire ? Donc je comprends bien que vous ne soyez pas relié au code de la santé publique et les nuisances sonores, mais par contre, à un moment donné, il faut que vous relanciez ça sur vos supérieurs, parce que vous dites toujours, c'est pas de ma faute, et vous avez raison, mais au niveau de l'achat de ces machines, il faut vraiment faire un effort. 35 millions d'investissements, comme on le jette à la tête, c'est très peu. Ce n'est pas suffisant, parce que derrière la nuisance de la sécurité, il y a la nuisance sonore. Et à 6 heures du matin, vous réveillez 50, 100 000, 200 000, 300 000 personnes parce que vos machines sont supérieures à 100 décibels. Et 100 décibels, ce n'est pas en cohérence avec une action matinale. Et ça, à un moment donné, il faut l'entendre. C'est le cas de le dire. D'accord ? Et sur la dalle, j'en finirai, je vous prie de m'excuser. Oui, sur la dalle, il y a une machine électrique qui fait toute la dalle, donc à peu près la surface, et qui est totalement silencieuse. Totalement silencieuse. Alors, éventuellement, achetez ces machines-là, parce qu'elles fonctionnent très bien et elles ne font pas un bruit. Qu'est-ce que c'est comme machine ? C'est une machine grise avec un type dessus, voilà, avec des trucs qui tournent tout autour. On vous enverra la photo avec grand plaisir si vous voulez. Mais avec plaisir. Franchement, j'ai réussi, parce que ça fait 3 ans que je suis dessus, n'est-ce pas ? J'en vois par ici. Il y a une réduction des bruits, et je vous en remercie, en tout cas à 6 heures du matin, parce que les machines rue Emerio, à 6h15 du matin, moi, à 350 mètres au 25e étage, je l'entends. Et ça me réveille derrière un double vitrage. Donc c'est qu'à un moment donné, il y a beaucoup de bruit, vous voyez, à la source. Et je ne dis pas les pauvres gens qui sont dans les immeubles sociaux. On a compris quel était, à mon avis, le fond du problème. Oui, okay. Après, il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions. On arrive au bout, donc on a compris les problèmes de nuisances sonores. Je ne sais pas si Madame Hoth a des éléments à apporter. Les comprendre, c'est une chose, les résoudre, c'est autre chose. Voilà, mais on va peut-être justement laisser répondre Madame Hoth. Et puis pour ce qui est de Port de Paris, vous viendrez me voir à la fin pour qu'on puisse intervenir avec le maire auprès d'eux. Voilà, mais Top. Oui, il y a eu. Alors, c'était, je sais plus quand vous m'avez. C'était il y a 1 an que vous aviez vu la machine très bruyante. Oui. Bon, enfin, peu importe. On a encore des machines qui sont relativement bruyantes. On en a d'autres qui le sont moins. Après, il faut aussi savoir ce qu'on veut. Je vous ai dit que nos équipes, elles intervenaient de 6h, enfin 5h30 même du matin à 20h.
l'arrondissement, il est très grand, Paris est grand. Quand on nettoie pas, on nous reproche de pas nettoyer. Quand on nettoie, mais que c'est trop tôt, on nous reproche les nuisances sonores. Donc après, nous, on essaye de composer au mieux, d'essayer d'envoyer les machines bruyantes dans les endroits où il y a moins de population, où il n'y a pas de population et où c'est plutôt du bureau. Malheureusement, il y a des fois où ça fonctionne pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on essaye de faire au mieux, mais parfois, le mieux... non, il faut faire... Vous savez, il y a une publicité en ce moment qui dit « il faut faire encore mieux ». C'est ce qu'on essaie de faire. Ben, il ne faut pas essayer, il faut faire encore mieux. Je ne peux pas vous garantir que des nuisances sonores à 6 heures, vous en aurez jamais. Non, vous pouvez le faire parce que vous pouvez passer plus tard ou avec des machines moins sonores. Alors, je peux le faire, mais dans ce cas-là, je ne peux pas vous garantir des fréquences de nettoyage comme celles que je vous ai annoncées tout à l'heure. Les employés eux-mêmes des machines une dernière salle disent de que c'est questions, plus bruyant. sinon on a des personnes qui ne pourront pas en poser du tout. On a monsieur au fond, on avait madame et monsieur. Donc on a encore 4 questions et après on devra arrêter parce qu'il faudra rendre la salle. Ah, d'accord. Bonsoir. Donc voilà, moi j'ai habité longtemps vers la mairie. Jusque-là, je me posais pas trop de questions sur Paris, la propreté. Voilà, j'étais 8 ans. Là, ça fait 4 ans que je suis rue Roelle, juste à côté. Assez vite, j'ai trouvé qu'il y avait une grosse différence. Alors, est-ce que ça s'est dégradé avec les années, la nouvelle municipalité, ou est-ce que c'est mon quartier qui est moins nettoyé parce qu'il y a aussi plus de passages, plus de touristes, etc. J'ai fait des courriers, je suis allée en conseil de quartier, je vous ai déjà écouté. Alors, j'étais allée à Duplex, j'étais un peu une des seules un peu énervée. Bon, là, je suis un peu rassurée parce que je vais venir vous voir tout à l'heure parce que du coup, je me sens un peu moins seule. Alors, je vais pas m'en prendre à vous parce que je pense qu'il y a une histoire politique derrière tout ça où, effectivement, moi, je sais pas si on peut le dire ou quoi, mais que la gauche donne moins de moyens sur, en tout cas, la mairie du 15e, qui est moins dotée. Donc, vous avez aussi un problème de personnel. Je pense que moi, je suis écœurée. Enfin, j'ai 3 enfants. Quand je sors de chez moi, je vous dis franchement, je suis écœurée. J'ai un mari qui aurait aimé qu'on achète un petit pavillon en banlieue. Moi, je le voulais pas, mais franchement, entre tout ce qui est déjection canine, je suis d'accord avec madame, les fientes, les incivilités, je vois des canettes de bière qui traînent de partout. Sur la rue de Lourmel, là, je vois des bouteilles en verre. Il y a plein de gens qui laissent, là, au Square Duplex, qui laissent leurs bouteilles. Enfin, je sors de chez moi avec mes enfants le matin et tous les jours, j'ai envie de pleurer parce que je trouve que c'est sale, quoi. Vraiment, c'est sale. Je vous remets pas la faute parce que je vous ai déjà eu et tout ça. Je sais que vous faites ce que vous pouvez, mais le constat est là. Par contre, voilà, ce que je trouve un peu dommage, où il y a quand même des choses à faire, c'est que déjà quand je vais dans d'autres villes, là j'étais à Barcelone, c'est une grande ville aussi et ça n'a rien à voir. Il y a quand même quelque chose par rapport à Paris qui est certainement un peu politique. Je me posais des questions sur les histoires des incivilités quand même, parce que je pense qu'un gros problème c'est quand même le fait que les gens ils sont complètement impunis. Donc moi je vais quand même pas leur expliquer à des adultes, oui, faut pas mettre ta bouteille là, faut pas mettre ta canette là, faut pas faire caca, voilà. Ça on n'y arrivera peut-être pas. Donc à un moment comme on n'y arrive pas, faut mettre plus d'agents qui sanctionnent. J'ai l'impression qu'il y en a pas assez, puisque si les gens avaient un peu peur, comme au Japon, comme dans plein d'autres villes dans le monde, du coup, ça serait mieux respecté. Je pense que là, il y a peut-être un effort à faire au niveau de la mairie de Paris pour qu'il y ait plus de gens qui sanctionnent, que dans la rue à 6h du matin, il y a des mecs qui attrapent ceux qui font faire caca à leur chien qui ramassent pas, ceux qui jettent des choses, qui mettent des canettes, des trucs. Voilà, pourquoi il y a des villes propres? C'est pas qu'une question de population. Vous manquez de moyens, mais l'éducation, non, c'est trop tard. Alors faut les sanctionner. Ça sert plus à rien. Maintenant, c'est fait. Moi, je suis maîtresse à l'école. Je fais ramasser tous les papiers à mes élèves le soir. Je peux dire que la dame l'agent de service, elle a presque rien à faire parce que je respecte son travail. Moi, je le fais avec mes élèves. Des fois, on fait venir des gens d'ailleurs de la propreté, c'est très bien. Mais bon, maintenant, des adultes, maintenant, c'est trop tard. Donc, je pense qu'à un moment, il faut les sanctionner. Et peut-être si on les fait même ramasser, peut-être qu'ils le feront plus. Donc, je pense à mon avis, il y a quelque chose à faire là-dessus sur l'incivilité. Bah oui, tout à fait. Bah oui, mais ça marchera peut-être. Voilà. Je sais que vous faites votre possible et peut-être qu'avec un changement de municipalité. Merci. Moi, ce que je peux vous répondre là-dessus, au niveau de la DPSP, la verbalisation, il y a 2 sortes de verbalisation. Il y a tous les commerces, enfin tous ceux qui sont à un registre du commerce, ça on verbalise régulièrement parce que c'est très facile, il suffit de fouiller, on identifie et on verbalise. Et après, il y a les cas de figure où il faut prendre sur le fait. Hein. Et là, sur le fait,
Bon, nous, en civil, on arrive à en faire quelques-uns, mais par contre, les agents qui sont en tenue, ils ont beaucoup plus de difficultés pour prendre sur le fait. Hein. Par contre, il faut savoir que pour le chien, ça devient de plus en plus compliqué parce que les gens, ils savent très bien, la nuit, il n'y a personne. Hein. Donc voilà, il n'y a personne qui travaille la nuit pour surveiller, surtout le soir après le film. Hein. Pour les pigeons, on a déjà trouvé des personnes qu'on a verbalisé, mais seulement ces gens-là, ils sont très discrets quand ils donnent à manger aux pigeons et ils changent leurs horaires. Hein. Donc déjà, quand il y a par exemple une place comme à l'angle de Convention Vaugirard, il y a des nourrisseurs de pigeons, malheureusement ils changent leurs horaires ces gens-là, hein, et il faut qu'on soit là. Hein. On ne peut pas être là en permanence. Voilà. Et en plus, même quand ils ont été verbalisés, ils continuent. Parce que voilà, ces gens c'est des gens parfois qui ont 70, 80 ans. Hein. Alors même nous, parfois, pour verbaliser, c'est un peu dur pour nous de verbaliser des vieilles dames. Faut voir. Hein, alors, parfois on verbalise pas, on dit bon, la prochaine fois on vous verbalise. Hein, parce que bah oui, l'autre jour j'ai attrapé une dame qui avait 82 ans. Alors bon, je l'ai pas verbalisé la dame, j'ai averti. Hein. Alors voilà, donc c'est le prix sur le fait. Ce qu'il faut pour nous, c'est le prix sur le fait. Et ça, c'est beaucoup plus dur. Bah, à chaque fois qu'on voit, nous, bien sûr, on le fait. Elle est de combien la contravention? Bon, alors, pour les amendes, on va prendre le cas de figure sur l'hygiène mégot. Hein. Il y a 3 ans qu'on a commencé, en même pas une demi-heure, on faisait une vingtaine de mégots. On verbalisait une vingtaine de personnes. Hein. Aujourd'hui, en une demi-heure, il faut attendre on en fait 2 ou 3. Hein. Il y a beaucoup de gens maintenant qui écrasent leurs mégots. Bien sûr, il y en a encore plein à terre, parce que il y en a encore plein, mais on attend beaucoup plus longtemps aujourd'hui pour verbaliser par rapport à il y a 3 ans. Hein. Voilà, donc ça bah, les touristes, en général, franchement, bon, on voit des étrangers, mais plutôt, ce qu'on attrape beaucoup, c'est les Roumains, tout ça, les Polonais. Hein. Je sais, mais bon, ça, c'est vraiment le cas de figure. Mais après, en grande majorité, on n'a pas trop de problèmes avec les touristes. Hein. Ben non, mais franchement, c'est très rare qu'on tombe sur un Américain ou un Anglais. C'est très très rare pour nous. Alors, je pense pas qu'il faut. D'ailleurs, c'est pareil pour nous. Quand nous on va à l'étranger, on fait attention, on salit pas chez eux. Il y a pas. Ah non, mais en tant que professionnel verbalisateur, je peux vous dire que c'est très rare que je prends un touriste. C'est très rare. Oui, à Beaugrenelle. Oui, oui. À la porte de l'ingénieur Keller, qui est-ce qui fume? Ce sont les employés. Oui. Il y a un cendrier, mais il y a des mégots. On a déjà verbalisé là-bas. On connaît très bien. On a déjà verbalisé et en plus, ils n'ont aucune excuse, il y a plein de cendriers. Oui. À la mairie de Paris, rien du tout. Non, rien du tout. Tout part à Rennes. Il y a une minime partie qui est reversée à Paris. Alors, c'est pas pour l'argent qu'il y a de la verbalisation. Ouais. Ouais, mais ça, maintenant. En flagrant délit, lorsque la personne est prise en flagrant délit, que ce soit pour les crottes de chien ou les mégots, il le ramasse. Il le ramasse. Puisque de toute façon, vous ne voulez pas comprendre, vous allez venir travailler pendant 10 jours, vous allez venir les ramasser des mégots. Croyez-moi, travaux d'intérêt général. Mais c'est tout un état d'esprit ici. On met l'argent là, chacun. Il ne faut pas l'argent du territoire. J'ai connu un maire d'une ville, les gars, ils mettaient les membres, ils foutaient des taxes sur les murs.
Un jour, j'en ai piqué un, il a été voir les parents, il dit à quoi votre enfant. Mais monsieur, je suis. Il vient nettoyer les murs avec un ouvrier municipal, ou sinon je porte plainte et il va aller au correctionnel. Dans le fond, je peux être d'accord avec vous, mais ça se passe plus de cette manière-là maintenant. Oui, mais ils n'ont pas les mêmes autorisations qu'avaient peut-être les maires d'alors. Voilà. Il y a les maires d'alors, ouais. Il y avait encore 3 questions. Alors alors chacun va poser très brièvement sa question. Madame et monsieur. Alors madame, ça fait longtemps, madame. Ensuite madame et ensuite monsieur. Alors allez-y. Donc on essaye de vraiment d'aller au cœur de la question rapidement parce que la salle on doit la rendre dans 5 minutes. Oui, bonjour, je m'appelle Marie-Michel Malin et donc on parle de propreté depuis tout à l'heure. Donc je me présente, je suis éboueur de la ville de Paris et je travaille dans le 15e. Voilà. Et donc depuis tout à l'heure, j'entends pas mal de choses et c'est vrai qu'on a parlé des effectifs. Ben, c'est vrai que pour le 15e, il manque du personnel. C'est vrai, il nous manque du personnel et il nous manque aussi du matériel. Par exemple, qu'on demande des pinces ou des balais ou des sacs, on n'en a pas aussi régulièrement qu'on aimerait en avoir. Parce qu'en plus, c'est pas tout le temps du très beau matériel, hein, surtout pour les pinces. C'est une petite anecdote, hein, parce qu'elles sont pas nickel les nouvelles. Hein. Attention, Madame Malin, parce que je vous rappelle qu'en tant que fonctionnaire, on a un devoir de neutralité et que les revendications au sujet du matériel, c'est pas ici qu'il faut les faire. Hein. Je dis simplement que les pinces sont pas nickel. Voilà, j'ai pas dit, je donne pas de nom, quoi que ce soit. On est entre nous. C'est moi. Hein. Je sais pas moi quand j'ai signé. Voilà. Et donc j'entends parler donc de la propreté. Bah, nous, en tant qu'agent, donc 6 heures du matin, je suis au travail. On nettoie les crottes de chiens, on nettoie les crottes humaines aussi, les crottes de pigeons, on fait de notre mieux. Mais malheureusement, comme disait une autre dame tout à l'heure, c'est une question de civilité aussi. Si les gens ne font pas attention aussi à leur quartier, eh ben, c'est aussi un peu leur responsabilité. Moi, j'habite dans le 14e, j'ai un chien, et quand je le sors, j'ai toujours des sacs avec moi. Je ramasse. Moi, en tant qu'agent, j'ai déjà vu des gens qui promenaient leur chien, ils me voyaient, le chien fait caca, ils se barraient vite fait. Ou nous-mêmes, on se faisait insulter. Donc, au bout d'un moment, une fois, 2 fois, au bout d'un moment, on est des êtres humains aussi. Ok, c'est notre travail, il n'y a pas de sous-métier. Moi, je suis très heureuse de faire ce travail. Mais au bout d'un moment, il faut aussi que les gens nous respectent. Nous, on respecte l'endroit où ils habitent. Voilà, on fait notre travail bien. Parce que jusqu'à présent, je trouve que mes collègues et moi, on fait bien notre travail. Même s'il y a toujours des gens qui ne font pas nickelement bien. Hein. Parce que moi aussi, ça m'arrive des fois d'être fatigué, de laisser un papier ou deux. Mais bon, dans l'ensemble, je fais mon maximum pour tout bien faire. Mais vous savez, quand vous faites une rue et que vous faites demi-tour dans la même rue et que vous voyez que c'est aussi dégoûtant que quand vous êtes passé, vous vous dites, mais mince, mais pourquoi 4h30 je suis debout pour venir... Non, là il va falloir... Non, parce qu'il y a encore 2 questions après. Non, il faut laisser... On a 3 minutes, il faut respecter les personnes qui sont venues. Il faudrait peut-être aussi qu'au lieu d'avoir des publicités un peu idiotes à la télévision, si on pouvait faire des publicités pour mettre les gens dans la tête, aimez votre quartier, prenez-en soin, ne jetez pas par terre ou ramassez. Oui. Alors parce que je fais partie de l'UL du 15e arrondissement, que je travaille ici et que j'ai été invité, monsieur. Donc si vous voulez, je peux... Voilà. Non, mais merci pour votre témoignage. Vraiment. Voilà. Et c'est un témoignage que je fais. Merci. Voilà. Mais chef ou pas chef, même si ça n'avait pas été là, je serais venu quand même. Voilà. Parce que je travaille dans le quartier, je connais bien le problème moi aussi. Donc j'entends ce que vous dites, mais il faut entendre ce que nous aussi, en tant qu'agents de la propreté, nous disons aussi. Voilà. Merci madame pour votre témoignage et pour votre travail. Alors on va terminer sur les 2 dernières questions. Madame au fond et monsieur, je ne sais pas qui commence, vous aurez tous les 2 le droit de poser votre question. Moi, je sais pas, je vais poser une question, c'est peut-être pas ce soir qu'il faudrait la poser, mais... si ça n'a rien à voir avec la propreté. Comment se fait-il qu'on laisse monter des bars ouverts 7 jours sur 7 jusqu'à 2h du matin dans des quartiers paisibles? Moi, ça fait 60 ans que j'habite le 15e. Alors là, monsieur, c'est vraiment un autre sujet. Je vous propose de venir me voir à la fin du conseil de quartier pour que je vous mette, éventuellement qu'on en parle ensemble et que je vous mette en lien avec les personnes. Mais là, c'est vraiment un autre sujet. Pour le coup, on va rester... Pour que des gens puissent fumer et boire, mais on empêche tout le monde de dormir. Mais alors là, sur ces nuisances liées au bar, on en parle après le conseil de quartier, mais je pense que là, il n'y a pas de... Alors peut-être sur la DPSP, peut-être que vous intervenez sur les nuisances sonores la nuit à cause des bars. Oui, alors ce monsieur, il faudrait qu'il se serve de l'application Dans ma rue.
Hein. C'est Voilà. une terrasse, vous avez au coin Oui, de mais rhinocéros qui passer par l'application dans ma rue, ça va aller directement au service de la DPSP concernée, que eux vont nous renvoyer ça, et on va faire ça dans les règles. Écoutez, monsieur, moi j'ai téléphoné à la mairie de Paris. Oui, l'application, c'est On m'a plus simple. renvoyé à la préfecture de police. La préfecture de police me renvoie à la mairie. J'ai dit que si même nos institutions ne sont pas capables de savoir de quoi ça dépend, à qui ça concerne, c'est quand même malheureux. Et tous les jours, comment se fait-il 7 jours sur 7 alors qu'il y a un boulanger qui a été sanctionné parce qu'il ouvrait 7 jours sur 7 Monsieur, On l'a fait faire. vous viendrez me donner le nom éventuellement des bars et on ira voir avec notre adjoint au commerce. On va voir ça peut-être ensemble parce que comme c'est pas vraiment le sujet du conseil de quartier, mais venez me voir Parce que après. c'est quand même, ça devient inquiétant. Et hein. madame, c'est une question par rapport à la propreté ou... Oui, en fait, les trottoirs... Parlez bien devant le micro parce qu'on vous entend pas. Devant les passages, au niveau des passages piétons, il y a des trottoirs qui ont été... Ils fonctionnent. Oui, parlez très près. Il faut parler très près du micro. D'accord. Au niveau des passages piétons, les trottoirs ont été abaissés dans beaucoup d'endroits. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, dès qu'il pleut un tout petit peu, c'est une véritable piscine qui est devant. Et ça, que ce soit toutes les rues du quartier, là maintenant, mais c'est incroyable. Et tout à l'heure, madame témoignait pour la place Charles Michel. Moi, j'y suis passée aussi, j'ai fait une photo, et c'était sur la rue, rue Saint-Charles. C'était mais complètement inondée. Complètement inondée d'un trottoir à l'autre. Et partout, tout le long de la rue, pour que je revienne chez moi, partout les passages piétons, ils débordent. Alors, qu'est-ce qui est prévu de faire ? Je crois que c'est par rapport aux accès pour les personnes en chaise roulante, les poussettes, etc. Oui, je pense que l'abaissement a été décidé pour ça, mais je ne sais pas, peut-être que madame de la tournerie aurait... Qui est en pente comme ça, et la rue qui est en pente comme ça... On n'a pas... Excusez-moi, mais enfin... Oui, non, je sais pas, mais je vais peut-être laisser la voirie, peut-être qu'il y aura plus d'éléments que moi. Non, mais c'est pas une bonne chose, effectivement. Les trottoirs sont abaissés pour le passage des fauteuils roulants. Et en fait, bien souvent, finalement, le morceau de trottoir se trouve plus bas que la chaussée. Donc, c'est une question d'as communicant. Ça s'explique très bien, mais ça ne se justifie pas pour autant. Hein. Ne pas avoir mis tout simplement une rampe, laisser le trottoir tel qu'il était, ce qui fait que l'écoulement d'eau se fait normalement, et mettre tout simplement une rampe. Mais tout simplement une rampe, si on mettait une rampe, ça bloquerait le passage de l'eau. Pas du tout. Ben si. Mais non, vous laissez votre trottoir tel que, et puis vous montez une... Comme l'eau circule dans le caniveau sur la chaussée en bordure du trottoir, si je mets une rampe à partir du trottoir pour regagner la chaussée, je vais faire un obstacle au fil d'eau. Mais de toute façon... Il ne faut pas que ce soit plat, il ne faut pas que votre rampe elle soit pleine, il faut qu'elle soit creuse. Ah, il faut qu'elle soit creuse, oui. Ah oui. Merci. Bon, merci à tous. Juste 2 petites informations avant que vous partiez. Le budget participatif 2019 pour notre quartier. Le conseil de quartier a déposé 2 projets. Un sur la réhabilitation de l'île aux cygnes pour mieux mettre en valeur la biodiversité, rendre plus accessible l'île aux cygnes avec un accès aussi pour les personnes à mobilité réduite, refaire l'allée centrale, rajouter des bancs. Bon voilà, on a tout un projet et des poubelles. C'est dedans. Donc c'est un projet qui normalement sera validé et devrait être soumis au vote entre le 6 et le 22 septembre prochain. Ça sera aussi bien sur Internet, sur le site du budget participatif de Paris, qu'à la mairie ou à différents points physiques sur les marchés. Donc vraiment, c'est un projet qu'on va porter beaucoup avec la mairie du 15e, avec le conseil de quartier. On compte sur vous. Et deuxième chose, fête de quartier au square Pablo Casals, donc rue Emerio, 42 rue Emerio, le vendredi 14 juin prochain, voilà, de 17h à 19h. Il y a des petits flyers, n'hésitez pas à en prendre pour en mettre dans vos boîtes aux lettres. Il y a aussi des affichettes que vous pouvez mettre dans votre immeuble ou donner à des commerçants que vous connaissez. N'hésitez pas à faire de la publicité. Voilà, c'est toujours un moment sympathique pour le quartier. Merci à tous et bonne fin de soirée.